bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous avez préparé votre meilleur cocktail parce que ce soir, on voyage en Amérique latine avec GG et Gabi. Je sais pas où est GG, il a été pris au dépourvu vu que quelqu'un a payé pour skip la musique d'intro. Donc, bah écoute, on commence sans lui. Salut Gabi, comment ça va? Salut GG, bien, très très bien et vous? Salut, salut. Il y a quelqu'un qui a payé le Ouais, timer ou pas? il y a quelqu'un qui a payé pendant que t'étais au shot, ouais. Let's go, let's go, let's go. Ça va Gabi, tu vas bien? Oui, très nickel. Très Depuis le nickel. temps. Désolé, on t'a fait venir on t'avait donné la mauvaise heure avec le changement d'heure, mais c'est bon, on y est. Ouais, T'inquiète alors pas. les gars, il y a eu un petit problème logistique, c'est pour ça qu'on a un peu de retard. Avec les changements d'heure, ben, on a communiqué les mauvaises horaires vu que suivant où tu es dans le monde, en fait, tu ne changes pas d'heure comme en France. Donc il y a eu ce petit décalage. Et ben merci d'être là quand même, Gabi. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, te présenter succinctement? Oui, bien sûr. Bon, merci beaucoup pour l'invitation déjà. Ça fait plaisir de parler avec vous, avec la communauté francophone. C'est la première fois que je suis ici. Et bon, je m'appelle Gabi, je suis du Venezuela et maintenant je travaille avec les résidences internationaux et spécialement pour aider aux gens pour établir ses impôts et aussi aider à vivre d'une manière qu'ils peuvent choisir les décisions de se sentir libre. Donc, oui, maintenant, je suis maintenant à Cucuta, c'est dans la frontière entre le Venezuela et la Colombie. Et maintenant, je suis en train de visiter ma famille, aussi de comprendre mieux la situation de 2025, les choses politiques et socio-économiques des deux pays. Ouais. Bah, moi, ça me fait très plaisir de t'avoir, Gabi. On s'était rencontrés à l'époque quand j'étais à Medellín. C'était une très bonne expérience. Alors, les gars, pour vous peindre un petit peu Gabi, je pense que c'est vraiment l'invité parfait pour le bunker parce que c'est une personne qui a connu, qui a grandi au Venezuela, qui a connu l'hyperinflation au Venezuela. Elle a plein d'anecdotes sur le sujet qu'elle pourra nous aborder. Elle a travaillé dans l'industrie du Bitcoin. Elle a monté sa boîte et maintenant, elle travaille également pour aider les gens à s'expatrier en Amérique du Sud. Et elle a notamment habité en France, je crois. Tu avais habité en Bretagne, non? Oui, c'est ça. T'étais quoi? Avec T'étais fille au père, non? Oui, bon, Oui. en fait, j'ai gagné une bourse scolaire pour aller avec une organisation qui s'appelle Rotary. Et ils m'ont bien aidé à payer tous mes billets et aussi payer l'éducation privée pendant l'année en France. Et oui, c'était avec les Bretons. Les Bretons toujours reçoivent les gens comme famille, quoi. Et bon, maintenant, j'ai ma famille là-bas. Nice. Et attends, t'étais à Saint-Brieuc, non? C'est ça? J'étais à Brest. À J'étais Brest. oui, dans une petite ville qui s'appelle Landerneau. C'est à 20 minutes de Brest. Et bah, j'étais toujours entre Quimper, Brest et Landerneau. Ok. Et ouais. On a pas mal d'auditeurs qui sont en Bretagne, dont 200 qui a payé le QR code. Donc, dédicace à tous nos Bretons. Merci à 200 pour avoir payé le skip de la petite salsa, même si j'étais ambiancé. Euh, un petit mot, Gabi, il faut savoir que nos auditeurs, ils sont super contents de te recevoir, bah, parce que tu es la première femme, en fait, dans l'émission Le Bunker. C'est vrai que souvent, c'est des sujets un peu plus masculins qu'on aborde, Bitcoin, etc. C'est aussi un peu plus un auditoire masculin en général. Toi, par exemple, Bitcoin, tu y étais arrivé à cause de la situation Venezuela, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Sois la bienvenue. Tu ouvres le bal pour les bitcoiners qui viennent dans le bunker. Et puis, je sais pas ce que GG a prévu, mais je pense que plutôt que de faire un peu de l'actu française, on va parler un petit peu plus d'Amérique latine cette fois, non, en première partie d'émission. Ouais, on va quand même revenir un peu sur ce qui se passe en France avec le chat GPT et les gens qui sont en PLS par rapport à notre post de l'autre jour là. Et après, ouais, on va parler un peu pas forcément d'actu franco-française parce que peut-être que Gabi, elle suit pas forcément tout ce qui se passe ici, donc on va pas la saouler avec nos petites guéguerres politiciennes en France. On va parler plus de sujets qui la concernent et qui nous concernent sur l'expatriation, tout ça, l'Amérique latine. Faut que je partage mon écran, mais je crois que c'est bon, hein. Ouais, eh ben écoute, on va passer sur... hop, je vois pas ton écran encore. Tu le vois là?
Ouais, c'est bon. C'est bon, vous le voyez là? Amon? Ouais. Ok, c'est bon. Voilà, les gars, j'ai fait un petit post sur l'AI qui allait rendre obsolète nos amis qui font de l'art contemporain, notamment de l'art contemporain un petit peu à la con. C'était un petit post un petit peu humoristique. Et en fait, en faisant ce post qui a vraiment pété les charts, je me suis rendu compte qu'il y avait une bonne partie de la population française qui avait peur pour parce que l'AI allait faire remplacer et mettre au chômage vraiment les artistes, tu vois. Donc il y a vraiment une grosse crainte là-dessus. Donc je pense qu'on peut parler de ça, c'est assez intéressant. Il y a Cryptomancien qui m'a envoyé ce mème qui est assez marrant. Donc un artiste avant l'AI à gauche. Je suis un artiste de gauche pour la défense des minorités LGBT contre l'oppression patriarcale. Et les artistes aujourd'hui, ils nous volent notre travail. Donc là, c'est un petit peu, c'est assez marrant de voir ce qui se passe. Tu as toute une frange de la population qui appelle à faire. Donc là, tu as une meuf qui a écrit une thread qui a dit il est temps d'encadrer l'utilisation de l'AI générative sur les plateformes. Donc il tag Twitch. Donc j'ai l'impression qu'ils veulent que l'État légifère, hein, qu'ils mettent du copyright. Donc ils disent il va falloir faire un système de signalement, une obligation de preuve, des sanctions en cas de fraude. Et globalement, en fait, moi, je me posais la question et je me disais, même si moi, j'ai des, enfin, je suis comme tout le monde, hein, ça me fait un peu flipper les highs qui arrivent sur plein de sujets, mais je me dis à un moment donné, tu vois, c'est comme l'arrivée de l'Internet, c'est une nouvelle technologie. Je pense pas qu'on puisse faire sans, tu vois. À un moment donné, tu peux pas naviguer contre la marée et il faut faut s'adapter ou mourir. Et en fait, les mecs qui disent il faut légiférer et qui commencent à chialer parce que Macron a partagé une image faite sur ChatGPT qui soi-disant utiliserait des copyrights. D'ailleurs, ça nous amène à nous poser la question des copyrights. Est-ce que si tu t'inspires d'un artiste, par exemple, est-ce que si moi je m'inspire de Picasso pour créer une œuvre d'art, est-ce que je dois donner des copyrights à Picasso? Je pense pas. Et en fait, on voit que je pense qu'il y a une partie de la population qui va vouloir que ça légifère. Tu vois, il y a les mecs qui disent j'ai besoin que Ghibli fasse de procès du siècle à OpenAI, genre vraiment. Mais je pense que ces gens-là, ils vont se réveiller un matin et ça va faire comme les réseaux sociaux et l'arrivée d'Internet. Tu vois, on avait tous des qui nous disaient, tu sais, en 2007, 2008, 2009, 2010, ouais, moi, les réseaux sociaux, c'est pas ma cam, tatati, tatata. Et ben en fait, ces gens-là, ils y sont tous passés. Pareil pour les smartphones. Les mecs qui disaient, j'aurais jamais de smartphone, ils y sont tous passés. Donc, à un moment donné, soit tu vas embrasser cette technologie, tu vas essayer de faire du fric avec et de surfer un petit peu la vague, soit tu vas faire le mec qui te ferme et qui va te dire bah non, c'est pas bien, il faut que l'État légifère, faut que ChatGPT paye des copyrights, faut qu'on fasse comme pour le système de la musique. Et là, en fait, tu vas te retrouver dans quelques années où tu vas finir, quoi qu'il arrive, par adopter les AI et tu auras juste pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans de retard. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Gabi, de tout ce qui est en train de se passer avec ChatGPT, tout ça. En fait, maintenant qu'est-ce que ça passe, c'est que et maintenant on a plus de temps. Je le vois dans un côté positif. Si tu peux travailler avec ça plus qui est une chose qui peut améliorer la qualité de vie que vous êtes en train d'avoir, et on pense au futur, les probabilités que ça va remplacer, il faut penser aussi qu'est-ce que vous allez faire avec ces temps libres. Parce que maintenant, on va être remplacé de différentes choses, de différentes manières. Mais aussi, il faut penser, OK, d'accord, il n'aura pas cette génère de choses, par exemple, des professeurs, des docteurs, OK, mais qu'est-ce que les humains ils vont commencer à faire? C'est ça les choses maintenant qu'il faut commencer aussi à penser. Ok. Ouais. Tu veux dire qu'en fait, vu que c'est comme une sorte d'assistant qui peut s'imbriquer dans plein de professions, ça va permettre aux gens de se concentrer plutôt sur des activités avec une forte plus-value et puis tout ce Voilà. qui est rédactionnel, etc. ChatGPT. Moi, j'ai un peu le même opinion que ça. Après, en ce moment, il y a une polémique, il y a un bif parce que les AI, elles s'inspirent de certains artistes. Euh,
franchement, moi je vois pas la polémique là-dedans parce que ça va pas m'empêcher d'aller voir un film de Miyazaki. Et en plus, ça peut donner des outils à des jeunes en slip qui vont faire des films qui sont en compétition avec des grands studios. Bah, c'est très bien. Adaptez-vous, mourrez, quoi. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, Mais en fait, ce que dit Gabi, c'est que ça va apporter un gain de Ouais, productivité bien sûr. énorme. Donc, en fait, je pense que globalement, la race humaine va sûrement y gagner. Ça va sûrement réduire d'une certaine manière la pauvreté. C'est l'évolution, en fait. On peut rien y faire. Et quand je pensais à ça, tu te disais, si tu réfléchis bien, je pense que d'ici moins de 5 ans, aujourd'hui, on pourra faire des films comme des Marvel avec un prompt, tu vois. Donc, t'imagines un petit peu le gain de productivité. Aujourd'hui, un Marvel, ça vaut combien? Ça vaut 100, 300 200, millions. 300 millions. 300 Ouais. millions. Dans 4-5 ans, tu pourras faire un Marvel avec un prompt. Donc, tu pourras faire un Marvel pour, je sais pas, genre moins de 100 balles. T'imagines le ratio, tu passes de 300 millions à 100 euros, mec. C'est un truc de fou. Ça va révolutionner tout. Et en fait, ces mecs-là qui disent il faut légiférer, eux, ça va être les dindons de la farce. Parce que eux, ils vont pas adopter la technologie et ils vont se retrouver pauvres. Et les mecs qui vont adopter la technologie, comme les mecs qui ont adopté Internet ou les réseaux sociaux un peu qui ont été précurseurs là-dessus, et ben aujourd'hui, c'est les overlords de notre monde, tu vois. Donc à un moment donné, même si moi personnellement, je trouve que l'AI c'est un peu fucked up sur certains aspects, tu vois, notamment les mecs qui tiennent ça, la censure qu'il y a. Enfin, tu vois, tu peux faire des photos de Staline, mais pas du peintre autrichien, par exemple. Genre ça veut Ouais. rien dire. Mais, Il y a plein de sujets là-dessus, mais à un moment donné, mec, t'es mais obligé de en, l'adopter, en- sinon en tu dehors de meurs. ça, il y a un autre truc que Gabi sait peut-être pas. C'est que tu sais, en France, nous, on a un statut qui s'appelle intermittent du spectacle. Et les gens qui travaillent, ils payent des impôts pour payer des soi-disant artistes à rien faire parce qu'ils ont fait 2 œuvres dans l'année ou 3 apparitions sur scène. Et ces mecs-là, ils ont une rente comme ça. Et en fait, le tweet, il expliquait que peut-être ça allait. Est-ce que c'est l'AI, est-ce que c'est l'IA qui va régler notre problème d'intermittent du spectacle en France? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça va pas faire le filtre là-dedans? Est-ce que ça va pas arrêter ce socialisme rampant? bon bah, Ah bah le statut d'intermittent du spectacle, on va pas partir sur les détails, mais c'est un espèce de gros scam qui font qu'en France, les artistes, alors ceux qui arrivent à avoir le statut d'intermittent du spectacle, c'est pas non plus hyper facile, il y a des critères. Et bah eux, ils peuvent travailler, je sais pas, 3 mois par an et avoir un salaire toute l'année. Et c'est le contribuable français qui paye parce que l'État français pense que il faut soutenir la culture. Et donc, c'est les mecs qui se lèvent le matin pour aller à l'usine, concrètement, qui payent pour les artistes gauchistes, tu sais, qui portent des sarouels et qui ont des dreadlocks et qui fument du chichon, tu vois. Bon, après, Et qui, et, c'est un peu stéréotype ce et que je dis, mais c'est un peu ça. qui te donne des leçons et qui te traite de réac jusqu'au jour où l'IA, elle menace leur boulot et ça devient eux les réacs. Ils nous volent notre boulot, là. C'était le mémé bon, de bah, Cryptomancer. C'est ça. personnellement, je ne le vois pas comme ça. Parce que, en fait, depuis que les humains sont déjà sur Terre, dans les livres, dans de toutes les histoires, on a créé des travaux qui n'étaient pas nécessaires, c'était pour être occupé. Et maintenant, c'est une démonstration avec les IA que c'est quelque chose qui commence à démontrer qu'il y a beaucoup de travail qui ne sont pas nécessaires. Et ça commence Ouais. avec l'État. L'État, c'est le début qui a commencé les travaux en nécessaire. Et maintenant, on peut regarder ça aux États-Unis, on peut regarder ça au Venezuela. Ça passait beaucoup de choses en long terme qui a créé des jobs nécessaires, qui est l'actualité. Oui, on peut penser, on peut réfléchir, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais il faut aussi réfléchir que c'était aussi de la corruption de notre argent, de la corruption de notre énergie, que c'est à travers du Bitcoin que je vais comprendre tout ça. Donc, si on va réfléchir, OK, je vais être menacé, où je peux utiliser tous les problèmes qui déjà existent maintenant et aussi penser comment je peux aider. Donc, c'est aussi quelque chose de l'humanité que personne ne commence à réfléchir aussi, que moi aussi je me pose la question, OK, il y a beaucoup de gens qui vont arrêter de travailler, mais il y a aussi des nouvelles choses où la technologie toujours va avancer. Et c'est quelque chose que je suis en train de dire, qu'au long terme, on a créé des choses pour être entretien. Mais au même moment, on va, on va, euh, il va falloir le contact humain.
c'est quelque chose qu'on on va oublier. Et Le contact humain, ouais, oui, bien Ouais. sûr. Et d'ailleurs, toi, Gabi, j'imagine que tu suis un peu l'actualité au Venezuela. Est-ce que votre cher président de la République, Maduro, lui, est-ce que j'imagine qu'ils ont sorti de leur chapeau magique, je ne sais pas, des solutions pour avoir des AI nationales ou pour réguler les AI? Ils en pensent quoi là-bas, pas du tout. les mecs qui tiennent la Pas du politique? tout. Le Non? Venezuela maintenant, à propos de tous ces sujets, le problème c'est que c'est plutôt que maintenant c'est tout artificiel. L'économie artificielle déjà, c'est son but. Mais avec tout ça, bon, il n'y a pas de l'énergie. Bah, cette semaine, je suis arrivée, j'ai essayé d'appeler mon père, et bah, il n'y avait pas de l'électricité. Donc, si vous Ah n'avez ouais. pas l'électricité pendant Et ouais. 6 heures, 9 heures dans 5 jours. En plus, ils sont diminués l'heure du travail à 3 heures par jour parce qu'il n'y a pas de 3 heures par par jour. jour? What? Ouais, donc c'est à peu près Dang. 12 heures par semaine parce qu'il n'y a pas de l'électricité. Donc, Mais est-ce que juste une question sur ça, le temps de travail officiel, il est passé à 3 heures par jour, mais ça veut dire que les gens, ils font d'autres trucs à côté, en vrai, ils ne travaillent pas que 3 heures par jour, non? non, la diminution des horaires, c'est parce qu'il n'y a pas de l'électricité. Donc, si vous n'avez pas un ordinateur qui marche parce qu'il n'y a pas ça, Bah ouais. bon, bah, il faut diminuer et il faut que vous êtes là dans son bureau, dans leur bureau, mais en même temps, ouais, c'est impossible d'avoir même une avance technologique dans un pays qui n'a pas Ouais, ouais, tu m'étonnes. En fait, oui, tu veux dire que c'est pas leur priorité du tout de penser à ça, ils sont déjà au stade de savoir comment, comment ils vont faire voilà. tenir les... Ils sont en bas de la pyramide de Ouais, Maslow, c'est quoi. ça. Ah, Et attendez, Gabi, ouais, les vas-y. gars, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux dans le live, ça fait plaisir. S'il vous plaît, lâchez des likes sur YouTube, retweetez la vidéo sur X, qu'on puisse faire monter le compteur d'abonnés, et puis qu'aussi, plus on est nombreux dans le chat, plus on rit. Donc n'hésitez pas à partager le live, c'est comme ça que vous pouvez nous aider, qu'on peut continuer. Gabi, j'ai un autre sujet. Toi, tu as beaucoup voyagé. Je crois que tu parles 4 ou 5 langues, Oui, c'est c'est ça? ça. 6 langues. Oui, Tu parles c'est ça. Waouh, 6 langues. Six incroyable. langues, pardon. Tu parles quoi? Tu parles le russe, le français, l'espagnol, l'anglais, L'anglais aussi, le portugais, l'italien. portugais, ok. Et l'italien. Ok, ok. Donc toi, tu as beaucoup voyagé, que ce soit en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique globalement. Tu étais dernièrement en Californie. J'aimerais bien que tu nous fasses un petit retour en Californie. Je crois que c'était la première fois que tu allais aux États-Unis, non? Oui, moi je suis visitée pour la première fois en Californie parce que bah, mon mari, il habite là, sa famille habite là-bas. Donc on est allé pour visiter sa famille, pour mieux comprendre ce qui se passe avec toute la situation là-bas. Et c'était horrible. C'était horrible et parce que sa famille vient d'une famille et qui a des valeurs, de la politique et tout ça. Et quand je rentre dans ce quartier qui c'est assez populaire dans la Californie, il y avait des hommes, des personnes dans la rue qui étaient complètement, je n'ai jamais vu ça, complètement terrible dans une condition très, très mauvaise. Donc, je me suis rendu compte que la Californie ou les États-Unis, c'est le meilleur marketing du monde entier. Parce que quand j'étais tout petite, j'ai toujours entendu que tout le monde voulait aller aux États-Unis, que c'était merveilleux, tout ça. Mais là, c'était incroyable, plus dangereux que l'Amérique latine. Et je suis allée avec la mère de mon mari à la banque pour l'aider à faire quelques documentations. Il y avait des différentes choses de sécurité, plein de choses des policiers partout. C'était horrible. Et ouais, j'ai pas eu vraiment la meilleure expérience parce que c'est un pays et c'est un État maintenant démocrate. Donc, Démocrate. c'est pas du tout comparaison de la Florida. Oui. Ouais. Oui, Donc, il y a les blue states et les États bleus et les États rouges, hein, les États républicains, qui en général sont mieux tenus en termes de sécurité que les États démocrates. Mais c'est fou, tu vois, parce que moi, quand j'étais parti à Medellín, les gens ils me disaient, mais attends, t'as pas peur d'aller à Medellín?
il y a de la criminalité là-bas. Mais en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que certes, à Medellín, il y a un taux d'homicide, donc de meurtre, qui est plus élevé qu'en Europe, qu'en France, ou peut-être, bon, après, ça dépend quelle ville aux États-Unis. Hein. Mais en fait, c'est juste des mecs qui se tuent entre narcotrafiquants. Tu vois quasiment pas de. Enfin, ça dépend les quartiers où tu vas, hein, mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a moins de clochards, de racailles, de petites incivilités. Et en fait, de fait, l'insécurité, tu la sens beaucoup plus quand tu es dans des pays occidentaux. Alors, j'imagine même pas la Californie. On sait que c'est un repère de crackheads. Le pire, c'est que les loyers sont tellement chers, il n'y a plus de structure familiale. En Amérique latine, il y a encore des structures familiales, des gens qui sont pauvres et qui sont drogués, ils vont se faire aider par la famille. Tu vois, et aux États-Unis, c'est très individualiste. Donc c'est assez paradoxal. Mais en tout cas, les gens qui disent n'allez pas en Amérique latine parce que c'est dangereux, les mecs, vous vous sentirez plus en sécurité en Amérique latine qu'à Barbès. Hein. Cherchez pas. Ça, c'est vrai. La dernière fois que j'étais à Paris, c'était en octobre. Moi, j'ai visité la famille des Bretagne, ils étaient à Paris. Et en fait, ils ont payé mon hôtel. Et c'était dans ce quartier, et je me souviens pas. Mais le quartier que je suis arrivée de l'aéroport, ça commence à changer, ça commence à changer. Je commence à regarder, mais qu'est-ce que c'est ça? Je n'ai jamais vu ce quartier. Et ma famille, je leur appelle, est-ce que vous êtes où on avait payé ça? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu dangereux ici. Je n'ai jamais vu ça en Amérique latine, quoi. Ils m'ont dit, oui, 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 c'est ce qu'elle a dit sur Google. Et quand je rentre à l'hôtel, bon, je vois tous les gens là-bas dehors et dehors. Tu vois, l'insécurité, Bien sûr. je n'ai Mais en jamais plus, quand vu tu es une ça fille, c'est en pire. Tu vois. Amérique, même en Colombie. Est-ce que Oui, oui, est-ce oui. que tu as eu l'impression de voir Et le lendemain, j'ai changé. J'ai changé. est-ce que tu eu l'impression de voir le tiers-monde Mhm. quand tu étais à Paris? Oui, je suis désolée. Oui. Ouais. Paris, c'est plus le même. J'ai connu Paris en 2014, la première fois dans ma vie. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose et je suis pas d'accord sur ce qui s'arrive là-bas. Je suis pas d'accord tout ce qui s'arrive pour les mêmes Français. J'adore les Français, j'adore comment vous êtes et je suis pas d'accord que vos vies a complètement changé dans les dernières années. C'est vraiment incroyable la C'est situation fort parce là-bas que c'est maintenant. Plus à la c'est fort capitale. parce que c'est quelqu'un d'Amérique latine qui dit moi je suis pas d'accord, tu vois. Et la plupart des gens ils sont là, ils bougent pas, ils disent rien à Paris, ils acceptent tout. Et puis c'est les gens qui sont pas natifs qui se disent ah mais c'est le bordel, je suis pas d'accord que ça change comme ça, c'est assez incroyable quoi. Mais tu sais, Gabi, il y a quelque chose qu'on appelle en France, c'est Non, parce que le syndrome du oui. japonais. C'est les Japonais qui ont rêvé toute leur vie d'aller à Paris et ils ont idolâtré Paris, tu vois, les bâtiments haussmanniens, le Moulin Rouge, le Louvre. Et en fait, ils arrivent à Paris à l'aéroport, ils arrivent dans le 93, ils montent dans un taxi, c'est un faux taxi, le mec, il leur prend 1000 balles pour aller jusqu'à Paris Centre. Et en fait, après, ils vont de déception en déception en déception. Et en fait, ils rentrent après au Japon et ils sont déprimés parce ils ont rêvé toute leur vie de se payer un voyage à Paris et en fait, c'était La un masque de désillusion. fumée. Ils se sont rendus compte que c'était pas Disneyland Paris, quoi. J'étais très, très triste. Je suis en train de chercher à Paris où j'étais parce que ma famille sont payés 1200 euros par Combien? nuit. Ah ouais. 200 Ah euros 1200 ouais. par nuit. euros. Et je me suis dit, par nuit. Et c'était horrible le quartier. Je dis, mais pourquoi les Français maintenant doivent payer? C'est génère des prix. Il n'y a pas de la sécurité pour aller et manger dehors. Tu peux pas faire ça où j'étais, que c'était le quartier touristique à l'époque, que c'était l'époque de ma mère française, elle a pensé qu'il était tout est bien. Mais tu vois, ce sont les choses, c'est de savoir que les Français toujours disaient égalité et fraternité, mais l'égalité vient d'abord pour les Français. Les Français, d'abord, c'est la responsabilité centrale les Français, pas pour les autres. Il faut penser dans la propre famille, la population, quoi, pas pour les autres. Donc, c'est quelque chose, c'est un dilemme qui s'est déjà tourné d'une manière très bizarre
qui ne pensent pas vraiment à la situation des Français de tous les jours. Ok. Mais en fait, chez nous, c'est un peu l'inverse. Je vais. En- Tu m'entends? Ou il y a un gros délai, non? Je sais pas. Euh, Chez nous, c'est un peu l'inverse. Ah, c'est Mako, je crois. Je vais revenir. Bon, je te remets l'écran. À vous les studios. Ouais, bah écoute, Gabi, du coup, je finis. Je te disais, chez nous, c'est un peu l'inverse. C'est les Français qui se font matraquer, contrôler, qui payent tout ça. Et puis on a l'impression que voilà, t'as la caste très riche et la caste très pauvre, dont aussi l'immigration, qui eux, ils font un peu ce qu'ils veulent et on les emmerde pas trop. Au final, c'est les Français du quotidien qui sont le plus lésés. Ok. Et ça, c'est vrai. Moi, quand je parlais avec la famille qui m'a reçue en France, il ne peut pas avoir un rendez-vous médical depuis juillet. Et j'ai dit, mais pourquoi vous payez des impôts très très chers et vous n'avez pas ces services premium? Vous devez avoir ça. Et ils m'ont montré, ils habitent en Normandie, et ils m'ont montré les documentations françaises, les impôts. Ils payent plus de 40% pour les terres qui sont là-bas. Et je leur disais, mais vous travaillez beaucoup, vous travaillez aussi pour l'État, et vous n'avez pas même les services primaires des services publics pour bien vous aider. C'est, c'est quelque chose que moi, je pense beaucoup que tout le marketing des États-Unis, tout le marketing des idées internationaux, c'est, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et c'est aussi pas. C'est quelque chose qu'il faut dire. On en reparlera un petit peu après parce que ce qui est bien, c'est que toi, tu as une vision assez transversale de l'Amérique latine. Vu que tu travailles avec des gens qui sont un peu partout, tu as voyagé un petit peu partout en Amérique latine. Tu étais l'année dernière en Argentine, nous on s'était rencontrés en Colombie. Et donc on va revenir là-dessus avec toi pour essayer d'expliquer aux gens quel serait, selon leur profil, le meilleur pays pour s'installer et pour optimiser ses taxes. J'ai un autre sujet à discuter avec toi, Gabi. Dans le bunker, on parle souvent du problème d'essayer de mettre des femmes dans la police, dans l'armée. Là, c'était une vidéo qui a fuité sur Internet d'une policière anglaise en train de jouer sur des espèces de tourniquets en Angleterre. Qu'est-ce que tu penses un petit peu, toi, vu de l'Amérique latine, de cette espèce de putsch qu'il y a en Occident, d'essayer de mettre un petit peu les femmes au même niveau que les hommes, de mettre les femmes dans la police, de mettre des femmes dans l'armée, et d'essayer d'un petit peu de masquer la complémentarité qu'il devrait y avoir entre l'homme et la femme, et d'essayer de se dire que la femme est au même niveau de l'homme et d'aller les envoyer dans l'armée ou dans la police. D'accord. Bon, comme vous savez, et la culture la femme, qu'on parle beaucoup, l'homme et la femme est complémentaire. Ça veut dire qu'on est plus ou quelqu'un est plus. On est complémentaire. Et quelque chose que j'étais en train de parler avec ma famille hier, c'est qu'on a une petite filiale que j'ai l'écouté qu'elle était en train de créer. Elle est très active, elle est très intelligente. Et quelque chose qu'on était en train de parler, c'est que c'est très nécessaire avoir une figure masculine qui peut rendre l'ordre et la sécurité pour cet enfant. Parce que cet enfant commence à courir, mais elle n'écoute pas. Elle n'écoute pas la maman. Parce qu'elle connaît que la maman, pour être simple, sa maman est pour jouer, pour dormir, pour manger. Mais le père est aussi la protection. Donc quand on va à l'État, c'est aussi la constitution de la famille. C'est la même chose. Maintenant, ça déjà, c'est quelque chose qui n'existe plus. Parce que l'État, non, l'homme et la femme ont déjà perdu aussi le propos de ce on était déjà. Donc maintenant, c'est la situation que vous me racontez qui se passe maintenant en Angleterre. Bon, bah, je ne suis pas d'accord avec quelqu'un qui fait ça
et ne force pas la sécurité parce que moi, normalement, quand je suis avec des femmes dans la sécurité, je me sens plus insécure parce que c'est pas quelque chose de Hmm. différent. C'est que normalement, les hommes et les femmes sont complètement différents. Par exemple, hier soir, quand j'étais avec la petite fille, son père regardait tout loin. Mais moi, j'étais en train de regarder tout plus court. C'est ça aussi la sécurité. Il y a plein de situations où les hommes ont sauvé des vies parce qu'ils voient très loin, parce que c'est quelque chose de long, aussi de la différence. Donc, oui, nous sommes complètement différents, mais cette différence est complémentaire pour toutes les activités pour avoir une société meilleure. Et il n'y a plus maintenant ça. Mais il y a aussi l'autre extrême en Amérique latine. Bah, c'est un cliché, mais on voit bien qu'il y a quand même pas mal de mères célibataires parce que les hommes s'en vont et Oui. du coup, il n'y a pas forcément cette présence masculine dont tu parles. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai et c'est quelque chose que c'est plus en Colombie, plutôt. Mhm. Parce que quand vous voyagez en Argentine, si vous voyagez au Paraguay, ça n'existe pas. En Colombie, c'est une histoire de violence. C'est une histoire qu'il faut aller plus tout au fond de bien comprendre aussi. Parce qu'en Colombie, c'est le seul pays maintenant qui a six différences des classes sociaux. Donc, évidemment, et quand on commence l'activité sexuelle et quand on commence tout ça commence très tôt aussi. Et c'est aussi cette culture en Amérique latine, c'est plutôt les pères ou le père qui disparaît. Parce que dans la culture colombienne, le plus intéressant, c'est que normalement on commence assez tôt aussi l'alcool Mm. que c'est très très commun dans la culture, dans leur culture que si fait cette situation se génère, il n'y a pas beaucoup de ces figures masculines. Ça c'est vrai. Mais il y a des autres pays aussi, comme j'ai déjà mentionné, aussi l'Argentine, aussi au Paraguay, Ouais. que vous n'avez, ça génère des situations. C'est pas tout à fait tout le monde. Même au Pérou, même en Bolivie, on ne voit pas ça souvent comme la Colombie. Bah après, c'est des différences culturelles, je pense. On va dire que plus tu te rapproches de l'équateur, plus il y a ce mouvement où les pères sont un peu plus absents. Bah en tout cas, c'est mon expérience personnelle. Et ouais, je suis totalement d'accord pour l'alcool aussi. En Amérique latine, c'est vrai que les gens boivent du matin au soir. La bière légère. C'est ça. Ok, j'ai un autre sujet que je voulais aborder avec toi, Gabi. J'ai vu que tu avais fait un post sur Ronaldinho. Alors, je pense que Ronaldinho, dans la communauté des gens qui veulent payer moins d'impôts, il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Parce que le mec, c'est quand même un GOAT en football et c'est aussi un GOAT en esquivage d'impôts. Il faut savoir que Ronaldinho, quand il était à Barcelone, il recevait son salaire sur des espèces de holdings basés dans des paradis fiscaux. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, l'Espagne lui a retiré son passeport espagnol. En même temps, genre 1 ou 2 ans après, il avait fait construire une maison au Brésil. Il n'avait pas déclaré cette maison. Donc, du coup, il s'était fait enlever son passeport brésilien également. Du coup, le mec n'avait plus de passeport. Il continuait quand même à tourner, voyager partout dans le monde, aller faire des matchs d'exhibition, des sponsors, des trucs, des machins. Et le mec s'est fait choper au Paraguay avec un faux passeport et il a fait 30 jours de prison. Donc, je trouvais ça assez marrant de le mentionner. Ronaldinho, gros pirate, en cap, le mec ne paye pas d'impôts, il en a strictement rien à foutre, il a des dettes de partout. Et là, tu disais, nanana, il choisit une juridiction avec des impôts nuls ou faibles. Est-ce que tu as des infos un petit peu sur comment il structure ses business maintenant? Oui, évidemment, et c'est ce que maintenant je suis en train de faire, que je parlais, parce que Paraguay, c'est maintenant la destination, c'est comme le frais paradis des frais impôts, ou des frais taxes. Et c'était une idée bien de bien mieux faire aider aux gens, de bien penser au futur après de leur situation.
Donc, quand vous faites la documentation à Paraguay, vous faites dans la première visite la résidence. Donc, la résidence, c'est une documentation qui vous permet de démontrer que vous êtes en train de vivre au Paraguay avec leurs lois. Et ça veut dire que leur loi va être avec l'État, que ça veut dire qu'après 6 mois que vous obtenez la résidence, vous allez recevoir une documentation qui c'est le tax ID ou c'est Ouais. l'identification. Quand vous avez cette information, vous pouvez donner cette documentation 6 mois après au gouvernement français et notifier et mes impôts sont à Paraguay. OK, donc j'ai la résidence, je suis légalement là-bas et aussi ils m'ont donné mon exercice des lois, des impôts qui sont déjà là. Donc quand vous faites la déclaration à Paraguay, leur loi vous permet d'avoir votre argent sans impôt parce que c'est un argent étranger. Donc, la loi vous C'est ça. permet de maintenir votre argent de foreign income. Ça veut dire que votre argent qui vient d'un pays, d'un pays qui ne sait pas le Paraguay, c'est 0%. Donc, vous êtes en train de structurer légalement, vous êtes en train de suivre la loi et aussi vous notifiez votre sortir de votre domicile fiscal. Il y a un point quand même à mentionner pour les gens qui nous écoutent, c'est que le Paraguay, effectivement, tu peux avoir la résidence assez rapidement. Les foreign incomes, donc les revenus que tu ferais sur Internet depuis l'étranger ne sont pas imposés. Par contre, il y a quand même un problème avec la France, c'est la double imposition. Mais ça, c'est à cause de la France, quoi. Et il faut faire en sorte de ne pas dépasser un certain temps en France pour ne pas avoir à payer la double imposition, quoi. Et Gabi, Voilà. pour le Paraguay, est-ce qu'il faut que tu habites là-bas plus de 6 mois par an ou ça se passe comment? Non. Non, donc c'est ça que maintenant je suis en train de dire à tout le monde, il faut que vous faites ça maintenant parce que vous pouvez faire ça seulement dans une visite, vous pouvez rester 2 ou 3 jours le temps de la résidence, que c'est la première visite, et vous pouvez retourner 3 ans après pour l'avoir encore une fois. Donc vous n'avez pas besoin de vivre dans le pays. C'est ça la différence maintenant entre le Paraguay et Dubaï. Maintenant, à Dubaï, vous devez rester, vous devez vivre là-bas. Et le Paraguay seulement, vous devez établir tous vos impôts, la résidence, tout ça, une fois et c'est tout. Vous n'avez pas, c'est pas une résidence physique Hmm. que, Et Ah, que vous précisez pour vas-y. devenir. après, bon, moi, je fais exprès, je fais l'avocat du diable, tu vois. Mais quand tu fais ce genre de recherche en tant qu'occidental, machin, faut toujours prendre en considération que l'administratif, c'est aussi fonction de la politique. Donc les choses peuvent changer demain. Il faut apprendre à être souple. Pourquoi pas essayer de réfléchir à avoir plusieurs passeports ou résidences. Tout ça, qu'est-ce que t'en penses? On est d'accord? Voilà. Voilà. Et la seule chose, c'est de bien savoir que c'est quelque chose que maintenant, que c'est maintenant. Et c'est comme le Dubaï. Le Dubaï, ils se disaient 0%, mais maintenant, il faut vivre là-bas. C'est une nouvelle loi qui est Ouais. commencée depuis Hmm. 2 ou 3 mois. Donc, ça peut changer. Mais à l'actualité, ce que le Paraguay demande, ce n'est pas vivre là-bas, c'est pas nécessaire. Et aussi que vous devez aussi avoir sur compte, c'est de ne pas vivre en France en moins de 6 mois. Parce que si vous faites ça, donc vous devez payer les impôts à Paraguay ou déclarer les impôts à Paraguay et En déclarer France, aussi ouais. en France. Ouais, Donc si vous faites ça, vous devez, oui, vous devez être en France en moins de 6 mois par an. c'est ça. Ok. Bon, alors après, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vérifier si tu es chez toi en France ou en Italie ou en Espagne, hein, mais Ouais, il faut quand même mais faire attention à ces choses-là. c'est des choses qui arrivent. Après, il faut toujours être en capacité de prouver, en fait, hein. Tu peux venir en France si tu as des billets d'avion qui prouvent que, par exemple, tu es parti de la France à l'Espagne, à l'Italie, enfin que tu es un peu mobile. Je pense que c'est quelque chose qui se fait sans trop de risques. Faut jouer le jeu. Je pense si tu fais ça, il faut jouer le jeu et puis tout se passe bien, quoi. Et donc toi, Gabi, là en ce moment, tu dis que Paraguay, c'est le bon plan. Sinon, il y a d'autres pays que tu penses qui sont intéressants pour se domicilier fiscalement, on va dire, et avoir des entreprises.
Oui, Panama maintenant, et c'est dépend aussi, mais majoritairement pour tous les gens que je parle, c'est toujours Paraguay au moment parce que personne ne veut pas vivre plus de 6 mois dans un pays qu'il ne connaît pas. Ça, c'est la vérité. Mais Panama, c'est l'autre pays maintenant et que vous pouvez ouvrir une entreprise et vous êtes embauché et comme dans l'entreprise. Donc, vous êtes le CEO, le chef de cette entreprise au Panama et vous recevez la résidence et c'est la même chose, c'est la même loi que vous devez seulement être à Panama, c'était 4 séjours. 6 jours par an? Vous pouvez rester par an complètement. Ok. Donc, la différence entre Paraguay et le Panama, c'est que vous devez être à Panama quelques jours par an et faire ça à travers de l'entreprise. Que vous C'est devez ça, avoir une ce salarié. entreprise et faire et les frais de l'entreprise, de maintenir l'entreprise. À Paraguay, vous n'avez pas de frais. Vous faites la résidence et c'est tout. Donc Et toi, au Paraguay, il n'y a aucun frais qui est lié à ça. Et tandis qu'au Panama, ça va générer peut-être un peu plus de frais, c'est ça? Voilà, voilà. Et après, j'imagine que toi, Gabi, s'il y a des gens du bunker qui sont intéressés pour aller domicilier des entreprises là-bas, ils peuvent te contacter sur Twitter et toi, tu pourras les accompagner, Oui. je présume, pour faire ça. Oui, je vous accompagne dans tous les processus, dans le moment que vous décidez, et aussi comment faire l'exit domicile ou la sortie de domicile, comment faire bien le rempli, que vous n'avez pas de problème avec l'État français ou l'État espagnol. Maintenant, je savais qu'il y a beaucoup des impôts. Donc, moi, je les aide à trouver bien le domicile fiscal. Et comment ce devient n'est pas seulement de structurer les impôts, c'est de structurer tout le puzzle. Parce que je ne suis pas en train de vendre ou d'assister seulement à la résidence, je suis en train de vraiment changer votre Hmm. vie comme je fais. Comment structurer les banques, si vous allez utiliser encore les banques, si vous allez utiliser pour votre famille, si vous allez aussi pour utiliser tout ça. Donc, je fais toute la structuration physique. Aussi, par exemple, si vous avez aussi besoin de la structuration bancaire, que vous devez avoir une adresse à Paraguay, aux États-Unis, pour bien faire la Hmm. structuration de vos affaires. Moi, je sais avec tous les compliance, avec tout ça, que c'est ben, légal et que c'est les structures que vous précisez ben, pour ne pas avoir de problème. on va en reparler dans la seconde partie d'émission, mais grosso modo, le message là que Gabi fait passer, c'est que quand tu décides de faire de l'exil fiscal, de partir te domicilier ailleurs, et puis probablement ça va changer ta vie, hein, tu vas devoir te déplacer sur place, vivre peut-être sur place une partie du temps. En fait, il y a pas que la partie administrative, c'est vraiment un ensemble. Les banques, les bons avocats, peut-être qu'il faut apprendre à parler espagnol, comment se domicilier, comment ça marche ci, comment ça marche là, au travers de différents pays. Et ça, c'est l'expertise de Gabi. Et puis d'ailleurs, Gabi, on va en parler aussi dans la deuxième partie, elle va aussi vous apprendre à parler l'espagnol parce qu'elle a monté une boîte qui vous permet d'apprendre l'espagnol à distance. Moi, j'utilisais ses services quand j'étais en Colombie. Elle a plein de profs enfin, c'est une super structure. On aura le temps d'en reparler après. Donc vraiment, si vous voulez, si vous avez des questions sur l'Amérique latine, que ce soit les endroits où aller habiter, la fiscalité, les passeports, les résidences ou apprendre l'espagnol, n'hésitez pas à contacter Gabi, c'est vraiment le plug hein, Le plug. pour toutes Ou, sortes ou, de ou le choses. port- ou le portugais d'ailleurs. Mais avant de passer à autre chose, on va répondre à la question. Il y a un monsieur qui s'appelle Audacious Faris qui dit si je fais une résidence au Paraguay, parce qu'on parlait de ça, la France ne sera pas fâchée si je rentre au pays. Bah, je vais laisser Gabi répondre du coup. Non, mais là, de toute façon, je pense que Gabi, je ne sais pas si elle a un avis sur le sujet, mais en fait, là, c'est 100% légal. Tant que tu n'habites pas plus Bah de oui. 6 mois, tant que tu n'habites pas plus de 6 mois par an en France, la France ne viendra pas te Bah, chercher des noises. t'as le droit d'être résident dans un pays étranger en tant que Français, il y a pas de souci, hein. Tu peux revenir en France, tu fais un peu ce que tu veux, quoi. J'ai pas bien compris la question si c'était par rapport à ça, mais en tout cas, a priori non, mec. Ah oui, il demande, est-ce qu'il y a des exit tax sur la crypto? Si par exemple, il met sa boîte comment dire, au Panama,
il achète des bitcoins et les bitcoins montent en valeur. Et après, il veut partir. Le Panama va pas aller essayer de les taxer là-dessus, non? Non, il n'y a pas des impôts du crypto à Panama. Donc, vous pouvez utiliser notre banque. On utilise différentes banques au Panama et qui sont crypto-friendly. Et il n'y a pas des impôts pour avoir ça. Donc, ouais. Donc, si vous faites la structuration bancaire à Panama, leur structuration fiscale à Paraguay, et vous faites l'exit domicile et règle Oui, pardon, je en disais France, Panama, vous mais n'aurez je pas de pensais, problème. je Parce pensais au que Paraguay, excuse-moi. Mhm. Et aussi sur le service du Paraguay maintenant et le service de Panama, c'est bien toujours de faire tout le compliance à travers des adresses physiques à Paraguay. Donc, si vous allez créer aussi la banque, vous devez faire tout le compliance avec l'adresse de résidence qui on aide aussi à vous faire tout ça. Donc, quand l'État français essaye de vous chercher, bon, bah, tout apparaîtra d'une manière légal et structuré. Donc, c'est ce qu'on fait. Ouais. Euh, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que c'est possible de payer les services de Gabi en Bitcoin? Ah, bonne question. Ah bah oui, C'est depuis 2017. Waouh. c'est Et également ça, possible de payer si vous voulez prendre des cours d'espagnol à distance via l'entreprise de Gabi. Moi, j'avais tout payé en Bitcoin, aucun problème, hein. il y a beaucoup de gens qui te payent en Bitcoin, Gabi, juste pour savoir. En fait, on a beaucoup des professeurs, Dusan Matuska. On a travaillé avec Bitcoin et après, il nous a parlé qu'il préférait utiliser une carte après payée. Donc, c'était comme ça. Mais de moins en moins, j'ai commencé à recevoir des gens avec du Bitcoin. Mais oui, il y a aussi des gens qui n'ont pas payé, mais ça commence à diminuer. Ok. Et Gabi, j'ai une autre question pour toi. J'ai vu que tu avais fait un post sur Milei. Je crois qu'on était à Buenos Aires au même moment l'année dernière. On s'était pas croisés, mais du coup, tu as habité là-bas tout comme moi. Je sais que par exemple, en Argentine, c'est un des pays où c'est le plus facile pour avoir le passeport, donc pour avoir la nationalité. Je crois qu'il suffit d'habiter là-bas pendant 2 ans et tu peux t'es plus ou moins garanti d'avoir le passeport d'Argentine. Donc ma première question, c'est est-ce que tu penses que c'est un bon plan d'essayer d'avoir la nationalité argentine? Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce que tu penses de Milei? Donc, oui, c'est encore facile d'y avoir la nationalité argentine, c'est seulement 200. Leur résidence pour des gens en Amérique latine est très très facile à faire. Et aussi pour les Européens, mais pas pour les Américains. C'est quelque chose seulement de bien parler après. Et que ce que je pense de Millet, au début de l'année dernière, j'avais pensé il avait fait des différentes lois pour aider à la population ou les restrictions économiques que déjà ils avaient. Et maintenant, je pense plus la même chose. C'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est de maintenir la monnaie artificiellement en achetant le peso avec le dollar de la Banque centrale. Donc, et quand ça a commencé au Venezuela, c'était le même résultat que l'Argentine commence de vivre. Donc, je ne pense pas qu'il est en train de faire ce qu'il a promis. Parce que j'ai déjà vécu ça, c'était un déjà-vu pour moi. Et bah, je pense que c'était pas vraiment ce qu'il disait et dans la situation politique en 2023 quand il était déjà élu. Donc, Est-ce que, je pense que le gars, est-ce que tu vois, ouais, a est-ce changé que tout. tu vois quand même, parce que là tu parles de la monnaie, moi je suis d'accord parce qu'il a dit qu'il laissait tomber un peu le peso, de toute façon il s'en fout, il veut dollariser l'économie. Est-ce que tu crois ça va quand même dans la bonne direction en Argentine? C'est-à-dire que la libéralisation de l'économie permet aux gens sur place, tendanciellement, peut-être dans le futur, de vivre de mieux en mieux, peut-être avec moins de taxes sur les imports, etc., etc. Mais il n'y a pas libération d'économie. Mm. Ah ouais? Il n'y a pas. Depuis qu'il. Bah non.
parce que la réalité là-bas, c'est que les gens sont plus pauvres maintenant. Ils n'ont plus un pouvoir d'achat. Donc, leur pouvoir d'achat maintenant, c'est avec un salaire encore d'Amérique latine, mais avec des prix européens. Donc, maintenant, s'ils étaient avant pire, maintenant, la majorité des gens n'aiment pas vraiment le soutien vraiment de leur économie parce que tout c'est artificiel. Ils devaient ouvrir leur pays, mais ils n'ont jamais fait ça. Donc, ce que maintenant ils viennent de faire, c'est de prendre des impôts, plus des impôts, comme cette semaine, c'est des impôts sur un autre portable que vous portez, un autre ordinateur que vous portez, parce que vraiment, ce qu'il est en train de faire artificiellement ne marche plus. Il y a plus de entreprises nationales qui sont en train de fermer. Ok, Donc, mais je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. juste une question. Juste pour illustrer ce qu'elle dit, il faut quand même se rendre compte que les taxes pour importer des biens dans le pays sont énormes. Là, elle prend l'exemple de l'iPad. Si tu veux acheter un iPad en Argentine, il va coûter 3 à 4 fois plus cher que le prix qui coûte en Europe ou aux États-Unis. Ouais. Donc, tu vas acheter un iPad à presque genre 3000 balles, tu vois. Non, mais après, moi, je suis d'accord avec tout ça. Je veux juste comprendre, est-ce que c'est passager? Parce qu'il y a eu un changement brutal et que ça a appauvri les gens. Mais est-ce que du coup, sur le long terme, ça va s'améliorer? Est-ce qu'il y a de la libéralisation économique? Ou est-ce que c'est écran de Non. fumée et mensonge? Non, et je vous explique la raison. Tous mes employés en étaient en Argentine. C'était la raison pour laquelle je suis allée là-bas pour mieux connaître aussi la culture Ouais. et connaître mes employés. Dans l'année que j'étais avec eux, je devais accélérer leur salaire plus de 400 fois plus de ce que je commençais. Leur salaire maintenant est le plus cher de toute l'Amérique latine. C'est plus cher que même au Panama. Et quand ça commence, les entreprises ne peuvent pas payer parce que si vous voyez la compétition, je peux donner un travail ou travailler avec quelqu'un de la Colombie qui peut maintenir et je peux commencer à accélérer par l'inflation qui c'est annuel. Mais là-bas, c'était une inflation qui fait mille, c'est des biens, dire les chiffres, mais les chiffres artificiels. Mais au bout de 4 ans, tous les salaires qui sont déjà en augmentation ne peuvent maintenir les conséquences les produits nationaux. Parce que l'Argentine n'a jamais fait une compétition à internationalement. Ça veut dire que le problème maintenant, que les plus entreprises qui avaient là-bas, ils sont en train de fermer. Et les plus entreprises qui commencent à venir, ils ne vont pas payer ces salaires parce que Ok. la capacité en Argentine, c'est pas trop. Donc, c'est quelque chose de... Je suis en train d'expliquer monétairement aussi et aussi pour mes affaires. Et c'est quelque chose que je ne vois pas qui va changer. Ouais, il faut savoir que quand même le niveau Que c'est va- la vie est assez. Si tu compares l'Argentine et la Colombie, le niveau de vie en Argentine est quand même est un peu plus cher et notamment il y a certains produits qui valent vraiment très très cher. À part la viande qui est pas chère, les produits d'alimentation sont globalement plus chers qu'en Colombie ou presque au Mexique, quoi. Ok, tu veux qu'on enchaîne sur l'interview de Gabi Science? Ah, Pardon, j'étais mute. Carrément. Eh ben, écoute, Gabi, tu t'es présenté très rapidement en début d'émission et puis là, on va prendre un peu plus le temps pour apprendre à connaître ton histoire, puis aussi ton business que tu proposes. Et j'imagine que nos auditeurs aussi vont avoir des questions, que ce soit sur les pays. Certains vont probablement poser la question des femmes parce qu'ils sont célibataires. D'autres vont vouloir savoir si c'est facile de trouver une femme pour se marier, etc. Donc ça, ce sera plutôt à la fin. Mais commençons par le commencement. On a dit que ton histoire, notamment avec Bitcoin, en tout cas Bitcoin, toi, tu l'as découvert à cause de l'hyperinflation. Il faut savoir que pour les Occidentaux, c'est quelque chose qu'on connaît sur le papier, voire qu'on fantasme, mais on ne l'a pas encore, du moins peut-être ça va venir, connu. Et du coup, est-ce que tu veux nous parler de cette période-là? Après, si tu veux pas en parler ou que c'est des souvenirs douloureux, t'es pas obligé, mais voilà, j'étais obligé de poser la question.
Ah non, mais merci, c'est gentil. Oui, oui, je peux bien parler avec ça, de ça. Et bon, c'était en 2017. J'avais eu 18 ans à cette époque-là. Donc, j'ai pris la décision du parti toute seule à Bogota. Et mon père, il m'a donné quelque argent. Et elle m'a dit, bon, bonne chance, good luck, non? Et bon, je suis partie, j'ai commencé à travailler comme prof de français, prof d'anglais. Et ça commençait bien, je commençais bien à me débrouiller. Et dans ce moment-là, où j'étais en train de vivre, il y avait un vieil homme qui me disait, qui m'a parlé, il me disait, vous travaillez beaucoup et toute la situation de la monnaie va être la même en Colombie comme au Venezuela. Donc, il m'a dit ça et j'ai dit, bon, moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, il faut que tu achètes du Bitcoin, il faut que tu apprennes du Bitcoin. Donc, il m'a dit, est-ce que tu peux canceller ou annuler tes classes d'anglais ou de français et je t'explique un peu de ça, les macroéconomies et après semaine, il m'a commencé à m'expliquer sur Bitcoin. Et quand j'ai eu mes papiers comme colombienne, parce que mon père et ma grand-mère, elle était colombienne, et mon père m'a parlé de bien investir sur cette nationalité. Et moi, j'ai eu mes papiers et j'ai eu mon passeport et après toute ma famille. Donc, j'ai commencé à prendre du Bitcoin, aussi du passeport et je commençais à comprendre mieux toutes ces possibilités. Et grâce à ces passeports, j'ai trouvé un travail et avec une organisation qui travaille avec la Colombie qui s'appelle ISEC. Et pour les langues que j'ai déjà parlé, ils m'ont dit, est-ce que tu veux travailler en Russie avec des enfants? Je dis, bah oui, j'adore les enfants, je veux faire ça et pourquoi pas la Russie. Donc, j'étais en train de faire des investissements sur Bitcoin en 2017 et après 2018, je suis partie en Russie. Et c'était le début de tout ça parce que moi, j'ai commencé à utiliser plus de Bitcoin pour bien payer les voyages et tout Ah ça. ouais. Donc, oui, c'est une expérience Mais vraiment merveilleuse. Ouais. du coup, si j'ai bien compris, Bitcoin, tu l'as utilisé au tout début pour mettre de l'argent de côté parce que tu pouvais pas avec la monnaie au Venezuela. Donc, j'étais à C'est Bogota. ça. Donc, quand j'étais à Bogota, oui, j'avais pas une stabilité. Donc, grâce à ça, ça m'a donné vraiment Ok. une stabilité. Parce que, ouais, donc après ça, c'est comme tout a Et commencé pour moi. Gabi, il y avait pas une histoire où ton père avait vendu une maison, mais la valeur de cette maison s'était complètement écroulée face à la monnaie locale? Oui, donc en 2014, mon père, il a vendu sa propriété parce que l'insécurité au Venezuela, c'était horrible. Et mon père il m'a dit non, il faut vendre parce que l'inflation et aussi l'insécurité ne me donnent pas l'envie d'être ici. Donc mon père, il a vendu la maison quand Maduro, il a fait le changement bancaire parce que la monnaie changeait beaucoup pendant cette année en 2014. Et quand mon père il a reçu son argent de notre maison, de toute notre vie, il a perdu la valeur de 70% de la maison. Donc, quand ils ont fait le changement bancaire à la Banque centrale, mon père avait perdu tout. Donc, Donc, en gros, c'était très, très concrètement, dur ton, pour ton nous père parce avait, que moi, j'ai commencé à vivre. ton père avait épargné toute sa vie pour s'acheter cette maison-là, comme les gens en France, hein, leur maison, c'est quasiment 100% de leur patrimoine souvent. Il s'est dit, ça va se barrer en couille au Venezuela avec l'inflation, Parce que le communisme et toutes ces il faut conneries-là. Il faut que je fuir. vende cette maison pour fuir. Mais entre le moment où il vend la maison et le moment où il reçoit l'argent, il y a Maduro qui commence à faire n'importe quoi avec le système monétaire. Et en fait, il perd 70% de la valeur de sa maison, qui était le patrimoine qu'il avait accumulé toute sa vie, quoi. Mais ça a pris combien de temps entre le moment où il a vendu et qu'il a reçu et que la valeur s'était effondrée? C'était une question de mois ou en quelques semaines, la monnaie s'est écroulée? Quelques semaines. Ah ouais. Très, très choquée. Je me souviens parce que j'avais 15 ans. Et
père, j'ai tout perdu. Il m'a dit, j'ai tout perdu, j'ai tout perdu. Un moment très dur parce que mon père toujours avait la confiance de me parler de ses plans. Et il a changé ça pour le dollar. Mais oui, c'était très, très dur. Dans quelques semaines, dans 6 à 8 semaines. Et Donc, Gaby, après, tu penses que c'est quelque chose tu penses que ça, c'est quelque chose qui t'a un petit peu éveillé par rapport à Bitcoin? Ça a eu un impact, tu penses? bah oui, parce que j'ai l'impression que quand j'étais petite, j'ai perdu toute mon stabilité, quoi. J'ai perdu la stabilité que mon père avait Ouais. travaillé pendant beaucoup de années. J'ai perdu ma famille aussi. Les gens commençaient à partir et j'ai commencé aussi à penser, bon, bah, c'est la seule option. Donc, quand j'ai commencé à trouver à penser plus du Bitcoin, c'était comme de comprendre que la corruption de l'État peut faire se générer des situations pour les gens. Donc, ouais, ça m'a Donc aidé en fait, énormément en fait, on n'a pas l'impression, nous, en Europe, etc., parce qu'on l'a pas vécu. Mais là-bas, ton argent, il perd tellement de valeur vite que tu es obligé de le dépenser tout de suite. Et dis-moi, dernière question sur ça, après on va avancer un peu sur ton histoire, mais la personne qui t'a conseillé du coup Bitcoin, est-ce que c'était dans une optique d'investissement ou est-ce que c'était dans le sens notre monnaie, on peut pas lui faire confiance, donc tiens, comme ça tu vas pouvoir mettre de côté. C'était pour gagner de l'argent ou c'était pour sauvegarder de l'argent? il m'a enseigné pour penser que tous les monnaies Ah ouais, vont collapser. t'as, Il a dit t'as ça. eu Tout va t'as eu collapser. beaucoup de chance de tomber Oui, sur quelqu'un comme ça, c'est génial. oui, oui, oui. J'étais très, très jeune, donc j'avais 19 ans, 18 ans, 19 ans, quand ça arrivait dans ma vie, cette information. Donc, bon, j'ai tout dépensé aussi, parce que je disais non, il faut voyager, il faut profiter de la vie, vous voyez. Mais après, quand j'ai commencé à réfléchir et tout ça, et j'ai vraiment compris, et j'ai déjà compris qu'est-ce que Mais c'était ça. Mais au moment que j'ai commencé à comprendre, c'était la valeur, quoi, l'or que j'ai Mais du trouvé. coup, t'as assez rapidement compris l'utilité de Bitcoin aussi pour l'utiliser partout où tu vas, parce que si j'ai bien compris, t'es allé en Colombie, puis après en Russie, et puis t'as eu aucun souci du coup à avoir accès à tes savings, à ton épargne pour pouvoir payer tes déplacements, ce genre de choses. Ça t'a beaucoup servi du coup dans tes voyages et particulièrement quand t'es parti en Russie. C'était la première fois que tu partais en dehors d'Amérique, non? Oui, non, c'était la Ouais, je l'ai déjà vu deuxième. en La France. première fois, oui, Ok. j'avais déjà venu en France, oui. Mais non, c'était là cette deuxième fois, mais c'était déjà avec du Bitcoin. Donc, j'ai tout payé avec Bitcoin et après, j'ai visité la France encore une fois avec du Bitcoin. Donc, depuis 2018, Bitcoin est déjà dans ma vie, était déjà dans ma vie. Et t'étais parti Ok. faire quoi, rappelle-nous, en Russie? Parce qu'on t'a coupé tout à l'heure. J'ai- Oui, j'étais professeur des enfants pour enseigner l'anglais et l'espagnol. D'accord. Ça devait être un choc culturel de passer du Venezuela, qui est une culture assez chaude, dansante, familiale, à aller en Russie, où c'est une culture où les gens sont assez froids. T'as pas eu un petit choc en arrivant là-bas? Non, pas du tout, parce que il y a beaucoup de Russes, il y a beaucoup de femmes là-bas, plus que hommes. Bien sûr, on sait déjà pourquoi, oui. La guerre, hein. Et quand je suis arrivée, toutes les femmes étaient, oh, une fille d'Amérique latine, donc ils étaient très sympas, très chauds avec moi. Ils étaient dans le maquillage, ils étaient dans les langues, donc je n'ai jamais senti la solitude là-bas parce que les femmes là-bas sont très féminines. Donc, avec la culture latine et tout ça, on parlait toujours des enfants, on parlait de la famille, donc c'était très simple de me sentir à la maison. Et aussi que la culture où j'étais à Krasnodar, était de la famille, travailler et parler des langues et penser au futur pendant qu'est-ce qu'on va faire avec la famille après. Tu vois, toutes ces choses. Et c'était pas très choquant comme les gens Hmm. pensent. Et j'ai une C'était question pas que je comme voulais ça. te poser en première partie d'émission, mais j'ai oublié. Toi, j'imagine que tu souhaites avoir des enfants dans le futur.
Et qu'est-ce que tu penses du homeschooling? Si tu as des enfants, tu penses que tu feras de l'école à la maison ou tu les mettras dans une école privée ou publique, je ne sais pas. En fait, mon mari et moi habitent maintenant au Brésil et l'idée, c'est déjà commencer à planifier leurs études au Brésil. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte que au Brésil maintenant, c'est homeschooling et déjà légalisé là-bas. Donc, on est en train de déjà planifier pour homeschooling parce qu'on a déjà plein d'amis qui sont en train de faire ça à Sao Paulo. Ah, super. Et le homeschooling aide beaucoup à donner, oui, à suivre aussi, et pas comme avant, parce que, à mon avis, les écoles publiques ou privées, à beaucoup de heures, 8 heures, 6 heures, 5 heures, c'est pas nécessaire. Un enfant a vraiment besoin de 12 heures, 300 full, tout fou. Et c'est ça, c'est quelque chose que oui, je suis tout à fait d'accord. Et on va faire ça internationalement avec des différents pays de Ah, l'Amérique donc en latine fait, qui sont déjà d'accord. vous allez faire du homeschooling, mais avec plusieurs familles, c'est ça? Oui, l'idée c'est ça, mais aussi avec les organisations qui sont en train déjà aider ces familles. Il y a une famille à Sao Paulo qui nous a déjà expliqué comment tout ça marche et aussi de réduire les heures d'école. Donc, normalement, les gens parlent que oh, les enfants ont besoin des amis, mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup des activités ou des activités complémentaires que l'enfant peut se retrouver et aussi avoir une vie normale, mais sans les sujets des écoles privées ou des écoles publiques. Et attends, ouais, et du coup, donc si tu as prévu d'avoir un enfant, bah, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas, au Brésil, le fait d'avoir un enfant au Brésil, donc l'enfant aura automatiquement le passeport brésilien, et vous, en tant que parent, ça vous donne un accès un petit Oui. peu privilégié pour avoir le passeport brésilien très très rapidement, c'est ça? En fait, oui, le bébé va recevoir le passeport immédiatement et nous, comme parents, on va recevoir l'année Ah après. ouais, donc ça c'est automatique. Est-ce que c'est ça qu'on appelle Oui, merde, ça a un nom, le burst tourism? Je sais plus. Ouais, Earth Tourism, ouais, c'est ça je crois. oui, oui. Mhm, C'est quoi le mhm. meilleur pays à l'heure actuelle pour faire du burst tourism? Je crois que je Le, crois que c'est le Brésil, non? le Brésil, ouais, mais est-ce que C'est l'Argentine Brésil. compète pas là-dessus? L'Argentine est pas mal, non, aussi sur ce sujet-là? Bon, je suis une femme, ouais, et moi, Ouais. je planifie beaucoup mes choses. Et quand je parlais avec les autres femmes, ils sont déjà en train de penser C-section. Et c'est quelque chose, je ne suis pas d'accord. Au Brésil, c'est naturel, tout ça, les processus, c'est naturel. Donc, Ouais. au Brésil, c'est naturel, qu'il n'y a pas d'intervention et tout ça, c'est au Brésil. Mais si vous voulez 90% de chances qu'ils vont t'ouvrir comme ça, c'est en Argentine parce que c'est obligatoire. Donc, ça Ah, tu dépend parles aussi. Et, dans les hôpitaux par rapport oui, à la naissance de l'enfant, c'est ça? oui, et les hôpitaux en Argentine, c'est obligatoire de prendre les vaccins immédiatement et pas au Brésil. Au Brésil, Ah, vous pouvez prendre very good vos point. Ça, enfants et c'est un tout ça. très très bon point. Mhm, mhm. Oui. Mhm. J'ai une question par rapport à du coup à ça parce que on reviendra un tout petit peu après sur ton histoire et la création de ton business. Mais là, tu parles de delivery d'enfants au Brésil. Deux choses. Est-ce que ça coûte cher? Et deuxièmement, là, on parle de l'obtention rapide du coup du passeport. Je sais pas si ça inclut la résidence, mais est-ce qu'il est puissant le passeport brésilien? Est-ce qu'il est compétitif avec l'Argentin? Parce qu'il me semble que c'est un des meilleurs, l'Argentin. Le passeport d'Argentine, c'est peut être le meilleur, mais c'est l'Amérique latine. C'est l'Amérique latine, donc quand je vais vous dire ça, le Brésil, c'est un pays très, très grand. Et aussi, il y a beaucoup des accords que le pays a déjà. Donc, entre l'Argentin et le Brésil, c'est presque pareil. Et si on veut dire internationalement. Mais oui, le argentin peut donner un petit peu plus,
Mais dans quelques années, ça va être le même. Et Gabi, Pour juste ce pour qu'on a revenir déjà là-dessus, vu donc en quelque chose gros, là. si je vais faire un scénario hypothétique. Si moi, par exemple, avec ma copine, je vais au Brésil, l'enfant naît au Brésil, on reste un mois au Brésil, donc l'enfant va avoir le passeport brésilien. Mais si moi, après, je me casse, je retourne en France, est-ce qu'un an après, je peux demander le passeport brésilien? Non, il faut rester, j'imagine. Oui, parce que le- pas nécessaire. Oui, vous devez avoir la résidence d'abord. Ok. Vous devez avoir la résidence, que le bébé a été né d'une manière légale et tout ça. Et si vous laissez le pays et retourner, il n'y a pas de problème. Le temps, c'est déjà faire la résidence, de faire D'accord. le processus et de prendre du temps, un peu de temps que vous êtes aussi. Donc, c'est normalement après un an. Parce que l'idée, c'est quand vous avez un bébé, la femme est très Ouais. faible. Donc, l'État prend compte qu'elle va voyager après des 6 mois, après 5 mois après, que le bébé déjà est stable. Donc, oui, normalement, Et c'est Donc possible, mais c'est meilleur toujours de tu prendre. restes au moins 6 mois sur place, c'est ça après le childbirth. Voilà, il n'y a pas de, il y c'est a pas mieux de ça. test pour Oui, savoir si tu après parles que le 6 mois, portugais? non, il n'y a pas. C'est ça les choses. Et le Brésil, il n'a pas Euh, besoin de parler portugais. alors, Mon mari parle, mais pas oui. Et il n'y a pas de problème. tant qu'on est Oui. sur le sujet, je t'avais demandé aussi si ça coûtait cher un accouchement au Brésil. Ouais. Oh oui, c'est une bonne question. En fait, le système du Brésil, il y a deux systèmes, le public et le privé. Si vous faites le privé, bon, bah, et c'est le meilleur de toute l'Amérique latine. C'est meilleur que même en Medellín, c'est meilleur que même en Argentine. Il y a beaucoup de sophistiqués et c'est très sophistiqué en comparaison des autres pays. Et c'est pas tout à fait cher, comme les gens disent, ça dépend où vous allez le faire. Mais normalement, ils aident aux femmes de faire de manière naturelle parce que c'est assez commun. Parce que les gens Ok. là-bas pensent beaucoup de faire de manière. Parce que là aussi le background est Hmm. chrétien. Donc, ils aident beaucoup de femmes de Du, faire de manière naturelle. du coup, Ils aident beaucoup si on a dans un ce abonné qui est processus. intéressé pour ça, il doit compter combien, par exemple? Est-ce que c'est plutôt entre 20 000 et 30 000 ou au-delà? Je n'ai Quel pas est la compris la fourchette de question. prix? Ouais, pour un child delivery. Quel est le prix à peu près? T'as un ordre d'idée? Pour le délibéré, c'est dit, bon, pour être simple, si est naturel, bah, c'est presque gratuit, c'est que 1000 ou 2000 $ parce que leur monnaie maintenant est Waouh. faible. Mais si vous faites avec, avec la section de l'opération, ça peut coûter plus de 10 000, 12 000, oui, parce que c'est Ça va Ouais, déjà, dépendre de oui, comment va se c'est passer ça le prix, la naissance, normalement. quoi, l'accouchement. Voilà, ouais. ça dépend, mais Alors, normalement, naturellement, ça peut coûter je fais un 10 000, petit 12 000. commentaire là-dessus. Les pays socialistes ont tendance à avoir des hôpitaux publics, etc., qui abusent de la césarienne pour se faire rembourser par la Sécu ou l'équivalent qu'il y a là-bas. Parce que forcément, tu te fais payer mieux, tu marges mieux. Et ils l'ont fait en France aussi à une époque. Hein. C'était césarienne presque pour tout le monde. Pour un oui, pour un non. Donc c'est un sujet important, ça peut vous coûter cher. Allez, dernière question sur cette histoire de tourisme de la naissance. Si on a un abonné qui connaît pas le Brésil et qui voudrait le faire pour des raisons administratives, qu'est-ce que tu conseilles, quelle serait la ville que tu conseillerais le mieux pour un occidental et pour pas qu'il arrive, je sais pas moi, en plein nord du Brésil, dans la Pampa ou j'en sais rien, mais qu'est-ce que quelle est la ville que tu pourrais conseiller, voilà, pour un occidental, le mieux pour pas qu'il soit trop dépaysé ou j'en sais rien, en tout cas que c'est pas trop un choc. Bon, le problème de dire c'est quoi le meilleur dépend de la Ouais, personnalité de chacun. Si vous voulez le meilleur, le top classe et vous adorez la ville et tout ça, c'est Sao Paulo. Hmm. Oui, 100%. Sao Paulo, c'est le meilleur des cliniques, des hôpitaux aussi, des traitements d'accouchement, c'est le meilleur.
Mais si vous êtes très là, si vous êtes, j'aimerais bien d'être dans une ville qui n'est pas très dangereuse, tout ça, c'est Floripa, Florianopolis, qui est le sud du Brésil. C'est une partie qui c'est le meilleur pour aussi que les maris et la femme est déjà plus calmés. Mais aussi, c'est Rio de Janeiro. Rio de Janeiro a aussi les meilleurs hôpitaux aussi. Et vous devez chercher seulement le quartier sécurisé parce que la sécurité là-bas est nécessaire. Ah ouais. Et mais quand vous trouvez la sécurité là-bas, vous pouvez trouver les meilleurs traitements comme Sao Paulo. Mais ça dépend de chacun. Aussi au nord et Fortaleza aussi, c'est pas cher du tout. Et il y a beaucoup de traitements. Fortaleza, c'est Donc, pas mal. ouais. Donc, Fortaleza, ça ressemble un peu aux ouais. villes occidentales, hein. C'est urbanisé. Mhm, mhm. Ok. Et le coût de la vie, Gabi, au Brésil, par exemple, dans une ville comme Florianopolis ou Sao Paulo, c'est comparable à la Colombie, à Medellín, à Buenos Aires, ou c'est plus cher, moins cher? Bon, la dernière fois qu'on était à Floripa, on a trouvé que c'est déjà pas mal, c'est très cher en comparaison de la Colombie. Brésil, c'est un peu plus cher que la Un Colombie. peu plus cher. Et aussi pour les salaires, aussi pour ce qui se passe au Brésil. Mais c'est possible de payer. Et ça est plus cher que Bogota parce que Sao Paulo, c'est la capitale des affaires en Amérique latine. Tout ce qui se passe en Mhm. Amérique latine, c'est déjà pris, les décisions sont prises là-bas. Donc, Sao Paulo, si vous voulez de la sécurité, c'est ça, que quand vous allez payer le logement et tout ça, c'est plus cher. Mais c'est vraiment maintenant, en 2025, c'est la même chose Bogota, parce que Bogota aussi, c'est un peu insécure parfois. Donc, si vous voulez super top, que vous n'aurez Bien pas sûr. de problème, c'est vraiment la même chose. Donc, Mhm. ça ne change pas trop, Ok. si je suis honnête. On a Flo qui demande, d'ailleurs, je crois qu'il a un drapeau paraguayen, non? Ou je sais pas ce que c'est. Non. Mais il demande, est-ce que le Panama c'est plus cher, non, que le Brésil? C'est une autre gamme. Pour y habiter. Le Le quoi? Panama pour y habiter. Le Panama? Ouais. C'est cher ou pas? Oui, c'est pas cher. C'est cher en logement, c'est cher, mais pas en nourriture. C'est normalement le logement qui c'est le plus cher. Mais après, si vous êtes en train de payer, de ne pas payer les impôts parce que vous êtes dans un pays qui n'a pas besoin de faire ça, c'est pas du tout cher. Je trouve Puis, que c'est pas du puis tout cher. l'avantage Et du Panama, maintenant, c'est tous qu'en les fait, pays ça doit maintenant en tabac, Amérique vous n'habitez latine ont forcément commencé. pas. Après, disons que de manière générale, tu vas pas te faire un voyage ou te domicilier dans un pays d'Amérique latine si t'as pas une situation financière aussi, les gars. Il faut nécessairement avoir une boîte qui tourne un peu ou alors être freelance, hein, parce que c'est devenu le continent, un des continents préférés des digital nomades. Euh, ok, je sais pas, on reviendra peut-être sur la partie childbirth parce que je la trouve intéressante. C'est des choses que je trouve qu'on parle pas trop hein, sur Internet et tout. Mais je voulais revenir un peu sur ton business et du coup ton histoire avant ça. Donc tu nous as dit, voilà, ton expérience, t'es parti en Russie, t'as fait prof de langue, hein, j'imagine. Et après, Oui, oui, c'est ça. t'as continué à voyager et à faire prof jusqu'au jour où tu as décidé de te lancer par toi-même et d'ouvrir ta propre société de... Au départ, c'est les langues et puis après, tu as élargi, tu réponds aux besoins en fait des gens et tu peux nous raconter l'histoire qui a fait que bah, tu es passé de prof à businesswoman parce que tu es une businesswoman aujourd'hui. Merci. Oui, évidemment, bah, oui, c'était la Russie, c'est où j'ai appris beaucoup de business, des affaires, parce qu'il n'y a que des femmes, il n'y a pas des hommes. Donc, quand les hommes, en 2019, ils ont laissé le pays, et aussi pour Tchétchénie, tous ces conflits maintenant qui s'est passé en Russie. Et bon, bah, les femmes, c'était les seuls qui avaient les business russes. Et les femmes russes m'enseignaient beaucoup comment faire ça, comment manager, comment parler avec les clients. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé après la Russie.
Et en 2021, c'est quand j'ai commencé aussi, en 2020, c'est quand on a commencé le Global Spanish. Et depuis ça, on a travaillé avec plein de gens du Bitcoin dans l'espace. Et oui, donc ouais, et c'était Donc, vraiment comment ça, ça a évolué. comment ça s'est passé? Au départ, tu étais concentré sur les langues, parce que tu parles 5 langues et c'est ta spécialité. Et tu t'es aperçu que tes clients, ils avaient d'autres besoins? Ou c'est toi qui t'es dit, faut que je réponde à ce besoin-là, je vois de plus en plus de gringos débarquer, il faut les aider. Bah, c'était là aussi la nécessité de changer. C'est ce que j'étais en train toujours comment dire, de vivre parce que comme je me suis rendu compte que je pouvais parler anglais, je pouvais parler français, j'ai dit, mais bon, je ne suis pas encore mariée, je ne suis pas ma famille aussi en Venezuela, il faut toujours apprendre quelque chose de plus pour ouvrir aussi mes opportunités, quoi. Ouais. Et dans cette époque, j'ai commencé à apprendre toutes les langues par moi-même. Donc, dans ce temps, j'ai créé ma propre méthodologie pour apprendre très vite et aussi pour améliorer. Donc, ouais, c'est ça comme ça a tout commencé, d'apprendre seul avec les vidéos de YouTube et en pratiquant avec des profs. Et ouais, et c'était ça. Et est-ce que C'était c'est vraiment la nécessité, quoi. est-ce que c'est à force d'avoir des élèves gringos qui viennent en Amérique latine que tu t'es dit il faut que je les aide aussi sur toute la partie administrative, visa, taxes, ou est-ce que c'est des demandes qu'on t'a faites? Pas du tout. En fait, quand j'ai commencé avec la construction de résidences et d'aider aux gens, c'était pas avec ça. J'ai commencé par le faire pour moi-même et pour aider à ma famille au Venezuela. Et après, j'ai commencé à aider aux gens pour faire leurs papiers, pour faire leur documentation. Donc, c'était plutôt ça pour aider aux autres. Et quand ça commençait à marcher aussi, j'ai commencé à me débrouiller avec mes affaires. Donc, c'était ça. Ok. GG aussi m'a dit que tu étais super bien connecté dans plusieurs pays avec, c'est pas que la langue, c'est pas que l'administratif, c'est pas que la banque, c'est vraiment tout. Si tu as besoin d'un avocat, si tu as besoin de passer le permis, si tu as besoin, tu as des contacts un peu, tu commences à avoir une structure en araignée où tu as des contacts pour tout type de service que les gens pourraient avoir besoin si jamais ils décidaient de déjà venir visiter, mais pourquoi pas s'installer? C'est ça, c'est ça. Et les langues, je te jure, dis, les langues donnent une opportunité d'avoir les amis que tu n'as pas encore. Ouais. Donc, ouais, c'est ça ce que j'ai fait. Donc, maintenant, je peux bien vous aider. Et s'il n'y a pas la solution, je vais essayer de trouver la meilleure pour vous D'ailleurs, et votre je tiens, famille. je tiens- Et c'est je le tiens à plus préciser important que depuis. l'entreprise de Gabi pour apprendre à parler espagnol est très compétente parce qu'ils ont réussi à me faire me débrouiller en espagnol alors que c'était vraiment pas chose gagnée. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Si vous voyagez en Amérique latine, ne soyez pas le digital nomade moyen qui arrive et qui parle que anglais et qui ne fait pas l'effort de parler espagnol. Si vous faisiez l'effort, si vous faites pardon l'effort d'apprendre l'espagnol, de le pratiquer, ça va vous ouvrir énormément de portes, que ce soit pour le dating. C'est simple, hein, les meufs qui sont en haut du panier en Amérique latine, elles vont pas dater des gringos qui parlent pas espagnol, hein. Là, vous pouvez oublier. Mais après, que ce soit en termes de cercle d'amis, de business, d'opportunités, c'est hyper D'opportunités, important ouais. d'apprendre l'espagnol, hein. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais Euh, je peux même oui, oui, je peux même dire, bon, mon mari, il a commencé aussi en Colombie. Il a commencé à parler espagnol. Il a eu beaucoup d'entreprises grâce à l'espagnol en Colombie. Et bon, maintenant, comme on parle, les langues aussi elles sont bien ouvertes les portes pour sa vie aussi, pour bien s'établir en Amérique latine. Donc, j'adore bien parler de son exemple parce que c'est la réalité de beaucoup de gens qui parfois arrivent et ne savent pas comment continuer. Mais si vous avez une langue, vous pouvez aussi recommencer n'importe où. C'est ça, Mm. n'importe où. Vous Et Après, pouvez toujours recommencer. ton ce qu'il faut mari, comprendre, il a vas-y, appris vas-y. l'espagnol. C'était un Américain, un Français. C'était. Oui. Californien, je crois, elle a dit non. Oui, oui, Ah il ouais. est américain, donc Ok. il a, oui, il a de la
Californie. Il est arrivé en Colombie en 2010. 2010 et bah, depuis ça, il y avait beaucoup d'opportunités. Il a aidé beaucoup dans l'espace du expatriate Ok. à cette époque-là. Oui, et Et c'est ça une des raisons très importantes aussi de savoir voter pour les hommes. ce qu'il faut comprendre aussi, les gars, c'est Mhm. qu'il y a beaucoup d'Américains notamment, mais même d'Européens, hein, beaucoup en Colombie, mais en Amérique latine globalement. Ils arrivent et ils se disent, OK, moi je suis un Américain ou je suis un Européen, je vais pouvoir m'imposer, les femmes vont toutes vouloir de moi, mais en fait, ça marche pas comme ça, hein. Et donc, en fait, si vous voulez sortir un peu la tête et vous démarquer de ce digital nomade moyen qui vient concrètement pour la coke et les putes, et ben en fait, si vous, le fait d'apprendre l'espagnol, ça va prouver que vous êtes dans une démarche où vous respectez le peuple chez qui vous venez, et ça va être très très apprécié, contrairement à tous ces tocards qui viennent et qui font pas l'effort d'apprendre l'espagnol, quoi. On a une question de Bastien Letin qui demande quel est ton avis sur le Costa Rica? Tu connais bien le Costa Rica? Je ne connais pas encore, mais ce que j'ai déjà parlé avec plusieurs gens qui sont déjà là-bas ou qui étaient déjà là-bas, c'est que c'est déjà pas très développé, c'est très très cher pour bien maintenir la vie là-bas. Même les Américains, quand ils sont là-bas, ils disent non, ça ne vaut pas la peine. C'est mieux même aller au Mexique parce que c'est déjà comme des petits endroits ou des petites communautés. Il y a des gens qui détestent ça, il y a des gens qui adorent ça, donc ça dépendra de ce que vous Bah, cherchez. d'ailleurs, on en a Ouais. parlé avec Francis Pouliot. N'hésitez pas à aller voir dans nos interviews passées. Lui, il est au Costa Rica. Il nous a bien confirmé que le Costa Rica, c'est un des pays les plus beaux. Le cadre est vraiment idyllique. C'est vert, il y a de l'eau. C'est vraiment une carte postale. Mais ça va être assez cher, enfin même très cher pour l'Amérique latine. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. Et après, les gens là-bas, c'est un peu des hippies capitalistes, donc faut aimer le côté, les mecs qui sont dans l'ésotérisme, qui marchent pieds nus et tous ces délires-là, ces délires, quoi. Ouais, de ce qu'on a compris, c'est pas fait pour tout le monde. Faut aimer la jungle et que ce soit pas trop développé. Et surtout, faut avoir une bourse bien remplie. Faut avoir des sous, quoi. Ouais. Mhm. C'est ça. Ok. Donc, on a bien compris pour toi que, par exemple, la destination numéro un en ce moment pour les résidences facilement avec un cadre fiscal favorable, c'était le Paraguay. Mais selon toi, qui connais quand même pas mal l'Amérique latine, parce que tu es mobile apparemment, hein, tu bouges pas mal, euh, qu'est-ce que c'est ton top 3 des pays, si tu devais les classer? Pour y habiter, hein, je parle pas forcément Ouais, pour faire de la résidence, mais plus pour y habiter, pour le rapport pour vivre. qualité-prix, la qualité de vie, la sécurité, toutes ces choses-là. Pour vivre, ouais. OK. Pour vivre. Pour vivre, OK. Le premier, c'est la Colombie. Vraiment, la Ah ouais, Colombie. Le deuxième, c'est le Paraguay. Et le troisième, c'est le Brésil. ok. Ok, moi je suis tout à fait d'accord pour la Colombie, hein. Je suis tombé amoureux de ce pays-là. C'est sûr que je vais y retourner, c'est magnifique, c'est pas cher, les gens sont sympas. Et qu'est-ce que tu penses, Gabi, première question, en Colombie, tu kiffes quelle ville? Moi j'étais à Medellín. Est-ce que tu penses que Bogota, Cali ou je sais pas, une autre ville est mieux? Et deuxième question, qu'est-ce que tu penses il y a le mouvement qui s'est créé un petit peu, il y a pas mal de gens qui sont souvent de gauche en Colombie et qui n'aiment pas les gringos parce qu'ils voient pas le côté qui est bon pour l'économie. Et il y a notamment ce mouvement Gringo Go Home. Alors, c'est quelque chose que tu ne vois pas dans la vie réelle, mais c'est vrai que tu peux les rencontrer sur les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression qu'il y a une petite minorité assez active sur les réseaux sociaux qui n'aime pas les gringos. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, bah, c'est et la première question de la première ville. Je pense, à mon avis, maintenant, en fait, c'est le Bogota en 2025 qui est en train de bien bouger et Medellín. Et la raison, c'est parce que Medellín est vraiment, vraiment cher pour la qualité que vous pouvez obtenir
à Bogota parce que Bogota vous avez c'est très très nécessaire de penser à un Pour aéroport bouger, ouais. internationalement parce que vous n'êtes pas de ce pays. Oui, voilà. OK. Et le deuxième cas que vous disiez, les gars, bon, bah, et en Colombie, je suis vénézuélienne, mais je n'ai jamais eu un problème comme étrangère, mais les Colombiens sont assez très nationalistes qu'ils disent, bon, bah, si vous allez travailler ou donner un travail, bien, mais si vous venez à faire de n'importe quoi ici, bien sûr qu'on n'aime pas ça. Bien sûr, il y a une problématique maintenant avec les Airbnb, le prix des logements, le prix aussi du marché, aussi c'est ce que j'étais en train de dire, les drogues, l'alcool, beaucoup de choses, la prostitution, c'est là en montée les dernières années. Donc, ça, c'est ce que les gens ne veulent pas. On va être très, très honnête. Mais Mm. le pays est vraiment merveilleux. Et les gens ne sont pas comme ça, des gringo go home. Non, ce n'est pas comme ça. Mais il faut dire, et comme ma nationalité, ils ont fait aussi n'importe quoi ici. Moi, je me suis rendu compte après beaucoup d'années. Mais aussi, je me suis rendu compte des Américains, des Européens qui ont fait n'importe quoi ici. Et ici, il y a Ouais. des lois et il faut suivre aussi les lois. Et tu vois. Mais après ça, ouais. Mhm. Ouais, il y a pas mal. En Colombie, il y a pas mal d'expats. C'est les mecs, ils ont écouté 3 vidéos d'Andrew Tate. Ils ont vu des stories sur Instagram. Ils se sont dit, Les, je vais les, aller vivre la les, vie d'avocat là-bas. Tout va on être appelle ça facile. on appelle ça Mais les passeports bro, non? ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est un mot qui est un peu galvaudé. Mais c'est vrai qu'il y en a pas mal, notamment à Medellín. Et c'est pas forcément quelque chose qui est bon pour le schmilblick des digital nomades, quoi. Et du coup, on en vient au passage qui intéresse pas mal nos abonnés souvent, c'est le dating landscape. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune homme célibataire qui vient s'installer pour pouvoir date et déjà pas avoir de problème parce qu'il y a aussi des pratiques, notamment en Colombie, mais pas que, où il y a des femmes qui vont, je sais pas moi, droguer les mecs, les voler, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est très répandu? Et qu'est-ce que ce seraient tes conseils pour avoir une dating life saine? Bon, bah, c'est une bonne question. Moi, parce que je travaille avec beaucoup de clients qui sont des hommes qui viennent parce que vous êtes plus explorateurs. Et pour dating, à mon avis, si vous êtes seulement en train de connaître des gens et tout ça, seulement de faire attention de ce que vous êtes en train de faire parce que parfois vous faites n'importe quoi. Vous allez dans un restaurant et parfois les choses arrivent. Vous voyez, c'est aussi de connaître les gens, de connaître la culture, oui. Maintenant, sur le dating, c'est que, bon, ça diminue de plus en plus les gens qui vont avoir une famille et avoir des enfants. Ça, c'est dans tout le monde entier, et en plus en Amérique latine. J'étais en train de me rendre compte qu'il y a plus. C'est plus libéral, la culture colombienne, mais la politique, c'est plus conservatrice. Mais le pays qui est vraiment, encore, il y a beaucoup de choses que je me suis rendu compte que les filles, encore, on voit plus et qui sont plus féminins, qui prennent aussi de l'aventure avec les hommes et tout ça, c'est au Brésil et au Paraguay. Ok. Les valeurs sont vraiment différentes par rapport à la Colombie. Et je me suis rendu compte que oui, il faut prendre du temps, mais il y a plus de choses, des valeurs sentimentales au Paraguay, des très mariés, ils adorent les gens des autres pays. Et oui, mais sont traditionnels, mais ça commence aussi à changer. Mais tu peux trouver des bonnes filles là-bas. Moi, j'ai trouvé vraiment des filles formidables, avec des amis, et aussi au Brésil. Donc, ouais, il faut faire attention de Do- ne pas faire n'importe quoi. Donc, pour toi, un jeune homme célibataire qui veut s'amuser, peut-être que la Colombie, c'est mieux. Et un jeune homme qui veut se marier et fonder une famille, peut-être le Oui, Paraguay, c'est mieux. oui, 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 pour bien profiter et tout ça. Je pense que la Colombie est très libérale maintenant, parce que si je peux bien regarder ça, mais pour s'établir, c'est peut-être dans le sud de l'Amérique du Sud aussi. Mais on peut être, on peut bien dire une autre chose aussi, hein. Ouais, je partage mon écran parce que quand j'étais à Medellín, j'avais entendu pas mal parler de ça et je l'avais expérimenté parce qu'il y avait un de mes voisins qui s'était fait droguer par
par une Vénézuélienne d'ailleurs. Et en fait, il faut quand même, en Colombie et spécialement à Medellín, il faut faire très attention à ça. Mais en fait, c'est juste qu'il faut être smart. Il ne faut pas penser que tu vas arriver là-bas et que les femmes vont te tomber dessus comme si tu étais un pot de Nutella, en fait. Si tu vas en soirée et qu'il y a une meuf qui vient vers toi et qui te dit viens, on va chez toi direct, machin, il faut se dire peut-être qu'il y a anguille sous roche et il y a beaucoup d'expats qui se font droguer et qui se font voler. Bah ouais. C'était le cas de mon voisin allemand. Je me suis réveillé un matin, il y avait la police dans le couloir. Et en fait, lui, il avait ramené une meuf qu'il avait rencontrée sur Tinder. Et la meuf, déjà, red flag, lui, il a 35 ans. La meuf, elle avait 20 ans. Direct, la meuf, elle lui dit on va chez toi direct. Elle arrive direct chez lui. Il n'est même pas allé la voir dans un bar, je crois. Et en fait, il s'est fait voler. Il a perdu de l'argent, des montres Rolex. Et ils ont tout pris dans son appartement. Donc, quand même, faites attention à ça quand vous êtes en Colombie. Mais en fait, juste soyez normal. Et Ouais, si bah ouais. c'est trop beau pour être vrai, faites attention parce que c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent plusieurs fois par jour dans la ville. Donc, faut quand même faire attention. T'as déjà beaucoup entendu parler de trucs comme ça, Gabi? Oui, 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 tout le temps, tout le temps. Mais en Colombie, il y a six social classes, stratus, c'est comme les gens parlent là-bas. Donc, normalement, les gens qui arrivent en Colombie, je ne sais pas pourquoi, mais en X, c'était très rigolant. Tu peux regarder sur mon reply. Il y avait des gars qui parlaient qu'ils adorent les femmes qui habitent dans un quartier très horrible. Ils sont au courant, mais ils se disent non, je veux le danger. Donc, j'étais, vous êtes drôle, vous êtes weird. Parce que si vous êtes dans un autre pays, vous allez dans un quartier où le strat, même les Colombiens connaissent que vous n'avez pas le droit d'y aller là-bas. Mais les gens font ça, bien sûr, vous allez entendre ça, mais les gringos adorent aller dans des endroits très dangereux pour avoir une femme, pour Bah, en avoir un fait, petit, il y a beaucoup de gringos qui arrivent en Colombie et qui n'ont pas d'expérience avec les femmes, en fait. C'était un peu entre guillemets, des incels quand Ouais, ils étaient en Amérique ou en Europe. Ils ont écouté 3 lives d'Andrew Tate et ils se disent ça y est, je suis un homme masculiniste, je suis un pimp. Et ils arrivent en Colombie et ils pensent que c'est la foire du slip. Mais non, non. Le marché, il n'est pas. Si toi, t'es un mec un peu. T'as la trentaine, t'as du bide et que t'es en boîte de nuit et que t'as une meuf de 19 ans, 20 ans qui vient te voir et qui a des tatouages et qui te dit viens, on va chez toi direct, bah juste fais attention, quoi. Un peu de bon sens et puis C'est du bon voilà, sens, du bon tu, sens, tu as clairement. bien. un peu de bon sens et surtout quand tu connais pas encore bien et que t'as pas trop des potes, de pas finir complètement bourré sur le trottoir, ça va mal se passer quoi. C'est ça. Euh, Gabi, N'écoute, moi je te propose que tu nous, n'écoute pas ton. je te propose que tu nous expliques, que tu nous donnes un exemple d'accompagnement que tu as déjà fait, que ce soit pour une famille ou pour un mec célibataire, pour qu'on essaye de s'imaginer un peu l'étendue de tes contacts, des services possibles, etc., que tu peux proposer. Oui, bien sûr. Donc, si vous voulez commencer à s'établir cette année ou l'année prochaine, de commencer bien à structurer vos impôts, vous pouvez toujours me contacter sur X ou sur Telegram. Vous pouvez m'envoyer un message et on peut bien parler de votre plan, de votre but, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et on peut bien vous aider parce que chaque personne est différente. Et ce Ouais. qu'on aide, c'est de bien vous structurer tout ce que vous avez besoin. Pas tout à fait la résidence, c'est tout. C'est tout, la banque, les impôts, comment le faire correctement, que vous n'avez pas de problème, comment structurer votre, même le jour de l'aéroport, que si vous précisez d'aide, tout ça, on aide parce qu'on on était déjà ici, on était déjà là dans ce moment.
Donc, on vous propose tous les paquets aussi pour compliance. Si vous avez des problèmes avec les banques aux États-Unis, aussi parce que vous voulez avoir du crédit aux États-Unis, on aide aussi. Parce que vous avez tout en plein au Paraguay, au Panama, vous voulez faire quelque chose d'incroyable, on aide aussi. Donc, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes pricing ou comment ça marche, ou est-ce que c'est au cas par cas et tu préfères pas en discuter ici? Normalement, oui, c'est dépend aussi de chacun. Mais le prix, normalement, pour la résidence, que de la résidence pour aider avec le système financier là, et aussi ça coûte 2 900 euros. Et c'est seulement un paiement, pour être simple. Au Panama, c'est plus cher parce que c'est l'entreprise qu'il faut créer, mais aussi il faut parler de ce que vous voulez. Mais normalement, ça peut prendre, si vous voulez seulement des résidences, ça peut coûter 800, 500 si vous voulez vivre en Colombie. Et vous allez toujours vous allez recevoir l'assistant aussi, et la présence est toujours la garantie parce qu'on a déjà des différents offices, comme on dit ça en français, Ouais. des offices, Des bureaux? et dans des problèmes, toujours Ouais. des bureaux, ouais, voilà. Et donc, on peut bien vous assister. Et si vous avez toujours des questions, on est toujours en accompagnement en 2900 ou le Panama 5000. C'est dépend toujours aussi de ce que vous voulez. Et est-ce que tu fais des packs familiaux pour ceux qui sont pas célibataires et qui ont une famille, hein, peut-être une femme, des enfants? De chercher la femme. Non, non, non. Est-ce que tu Je fais veux- des opérations familiales, par exemple pour la résidence, pour Oui, tout le reste, quoi? oui. Et on a reçu des gens de l'Allemagne. On a reçu sept membres de la famille qui Ah sont ouais. venus et c'était ouais, ils étaient en train de vivre en Espagne. Donc, on a fait toute la documentation pour eux, on a aidé pour l'école, on a aidé tout ça. Donc, ça, c'est que j'adore d'aider bien les femmes qui ont des enfants ou qui ont envie d'avoir des enfants en Amérique latine. Je les aide à l'accompagner, de me parler, tout ça. Ça, c'est ma métier maintenant. Ok. GG, t'as prévu un questionnaire PLS pour Gabi? On t'entend plus, t'es mute, je crois. Ah, Oui, oui, j'ai prévu un petit questionnaire PLS pour Gabi. Alors Gabi, pour t'expliquer un petit peu, le questionnaire PLS, je vais te poser des questions. Tu peux y répondre par oui, par non, ou tu peux dire je veux pas répondre, ou tu peux expliquer un petit peu ta réponse, mais il faut que ce soit assez rapide. D'accord. Ok. Alors, on attaque par la première question. Est-ce que c'est vrai que les latinas aiment les hommes blonds aux yeux bleus? Oui. Ça, c'est vrai, je confirme. Toutes les meufs que j'ai rencontrées en Amérique latine, je leur ai demandé quels étaient leurs types de mecs. Elles m'ont toutes dit les blonds aux yeux bleus. Quelle est ta personnalité française préférée? Célèbre. Connu. Oui, oui. Ah, je sais pas. Mbappé? Mbappé. Ok. Mbappé? Euh, Gabi, si tu devais choisir entre un califat islamiste ou une république LGBT, qu'est-ce que tu choisirais? C'est dur ça. Entre quoi? Entre un califat islamiste ou une république LGBT. Tu peux donner ton veto ou tu peux répondre. Ah, c'est compliqué ça. Non, j'aime pas l'autorité. J'aime pas ça. J'aime pas les deux. Ok. Donc, Tu sais, en ce moment, il y a des gens j'aime qui pas font les le deux. buzz sur Internet en filmant leur morning routine. Quelle est, toi, ta morning routine? Ta routine du matin? J'ai pas compris la question. Ok, Ah, la routine ouais. du matin. Ah, le train.
Ma routine du matin, c'est de me réveiller, de parler avec Dieu, d'aller faire du pilates et de commencer à faire les préparations de la journée et pour faire à manger à mon mari et après travailler un petit peu. Super. Donc tu parles à Dieu, donc tu fais une sorte de prière, j'imagine. Tu vas faire ton cours de pilates, le sport et Mhm, OK, d'accord. Tu fais à manger à ton mari et tu mhm. travailles. Super. C'est Hem, beau. c'est beau, j'avoue, c'est beau. Quelle est ta théorie du complot préférée? Quand je dis théorie du complot, c'est entre guillemets, hein. C'est-à-dire, quelque chose qui est considéré comme une théorie du complot, mais, entre nous, ça peut être quelque chose qu'on pense que c'est vrai, hein. Quand Chavez disait que les Américains étaient des lézards de l'État, Ah! euh, Top. Hugo Chavez qui disait que les Américains étaient des les reptiliens. types, Waouh, je savais pas qu'il avait dit ça, lui. Ah bah, oui, il en a dit des il dit conneries. ça. Il a dit que les deep, oui, the deepest state has lizards. Top. Quelle est ta ville française préférée? Si tu devais habiter dans une ville en France, ce serait où? Ça sera Landerneau. Landerneau en Landerneau, Bretagne donc? oui, en Bretagne, j'adore. J'adore Bretagne. Quel est ton bitcoiner préféré? Toi. Connu ou pas? Pardon? Elle a dit quoi? Toi. Dis-toi. Ah, c'est Toi, moi. immédiatement. Yes. Ah, ça fait plaisir. Toi. Merci, Gaby. Ensuite, est-ce que tu penses que le 11 septembre, qu'est-ce que tu penses du 11 septembre? C'est un complot organisé par l'État américain? C'est quoi? C'est Ben Laden? Un complot complètement planifié pour faire ce qu'on a maintenant. Total, complet, oui, D'accord. contrôle total de notre passeport, identité et zéro acte criminel. Ok. Et zéro, Est-ce comment on dit ça, pardon, zéro attaque terroriste a été prise. Donc, Ok, donc c'est pas une attaque inside job. terroriste. Inside job. Inside job. Ok. Est-ce que tu as suivi, comment elle s'appelle, Candace Owen, qui parle de la femme de Emmanuel Macron, le président de la République française, et qui dit que la femme de Macron est un homme. Qu'est-ce que tu en penses? c'est vrai, oui, Ah, c'est vrai, ok. La Lune, on y a été ou pas? non. Non, on n'a pas été sur la Lune. Ok, très bien, super. J'en ai fini avec toi, Gaby, merci. Waouh. Ben moi, j'ai bien aimé tes réponses. Mais allez, on a une dernière question pour toi du public. On a un gros bat qu'on a déjà reçu sur l'émission qui s'apprête à faire le tour de l'Amérique Oui. latine en motocross. Mm. Et il demande, est-ce que tu proposes des services pour des itinérants, donc des personnes qui n'ont pas prévu de rester à un endroit, mais qui ont un programme de voyage? Oui, on peut bien vous aider, mais il faut parler bien de le but et savoir combien de temps, savoir s'il y a des choses qu'il faut faire. Oui, on aide tout ça. Oui, il faut bien, il faut bien de savoir. Ouais, c'est un truc que j'imagine qu'il faut planifier parce que tu peux pas débouler n'importe où comme ça. Enfin, je sais pas avec notre passeport si on peut aller de partout absolument comme ça. Ben, en tout cas, gros bat, si jamais tu as des questions, tu peux envoyer des messages à Gabi. Elle sera, je pense, très contente de t'apporter son assistance sur ton itinéraire. Et j'ai une dernière question, Gaby. Quand tu as parlé de ton parcours, tu n'as pas parlé du fait que, alors peut-être que tu veux pas en parler publiquement, mais tu avais travaillé aussi dans une entreprise Bitcoin, un gros échange Bitcoin, non? Oui, à Tu Kraken. peux nous en dire un petit peu Oui, plus j'ai de comment tu t'es travaillé retrouvé pour là-bas? Kraken. Oui, en fait, c'était grâce à X que moi j'ai trouvé ça, l'embauchement. Et c'était pour toutes les connexions que j'avais fait sur X, qui en fait, les gens m'avaient envoyé ça, parce que mon école de langue à ce moment-là était un peu faible.
Donc, j'ai commencé à travailler avec Kraken et j'ai commencé à continuer à travailler avec mon école privée et avec Kraken. Et c'était merveilleux parce que ça m'a donné l'opportunité de connaître des gens merveilleux et aussi de connaître la privacité et tout ce qui se passe vraiment dans le monde entier avec les compliance. Et c'était un niveau complètement différent du travail, quoi. C'était du Petite feu. question là-dessus, parce que j'imagine que dans nos abonnés, il y en a qui prévoient de s'expatrier. Peut-être qu'il va falloir retrouver un job à leur femme. Est-ce que tu penses que ce genre de job en remote, par exemple au support, si elle parle plusieurs langues, etc., c'est facile à obtenir? Est-ce que c'est bien pour une femme qui suivrait son mari dans son expatriation en Amérique latine? Moi, je l'ai fait. Où mon mari, il veut aller, allez, on y va. Parce que je suis avec lui, il est ma famille. Il sait très bien, logiquement, ce qu'on a besoin. Je suis très sentimentale, je vais penser toujours, mais la famille, mais ça. Mais il pense pour nous. Donc, il faut toujours aller avec lui et faire confiance. Et oui, je continue à travailler, mais il y a toujours des possibilités. Si elle fait confiance sur son gars, sur son homme, elle va toujours comprendre qu'il toujours choisit la meilleure chose pour la famille, pour les deux. Donc, il faut bien c'est de planifier comme le faire, qu'il peut bien mentalement être Ouais. préparé parce que c'est très, très difficile de bouger, mais qu'il parlait, mon amour, on va faire ça, on va faire ça. Il faut que tu te prépares dans tout ça et on va le faire. Et aussi d'avoir leur soutien, le soutien de la famille, ou si on n'a pas une famille, qu'il commence aussi à découvrir les choses qu'il peut faire avec son temps libre. Une langue, des amis, du pilates, de l'art. Il y a beaucoup de choses. Donc, quand on est déjà marié ou quand on est déjà dans une relation, on a le Mais temps vraiment de se retrouver parce qu'on est- a le temps. Donc, c'est Est-ce bien que tu, toujours de est-ce faire que tu penses qu'un confiance. remote job Mhm. comme tu avais à Kraken, c'est bien pour pour une femme qui suit son mari justement? Parce que tout le monde n'a pas les moyens d'entretenir sa femme quand il voyage en Amérique Ouais, ouais, bah latine. oui. J'imagine que c'est pas un luxe que tout le monde peut s'offrir, quoi. Moi, je fais une résidence pour quelqu'un qui a la même situation maintenant et elle travaille dans cette situation. Elle m'a dit que ses génères de travail les permet de travailler, mais il est très Ah, fatigué tout le temps. Donc, l'idée, c'est déjà s'établir mieux où ils sont en train de faire la résidence et faut voir. Mais c'est vrai que et je l'ai vu qu'il ne sait pas très, très bien 100% parce qu'elle a son bébé, elle a son mari, son travail. Donc, elle peut pas être dédiée 100% à sa famille. Mais l'idée, c'est déjà s'établir. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire et de mettre du côté. Et après, ils vont faire. Mais c'est déjà un bon début qu'elle a déjà sa tête. Mais je ne peux pas dire c'est quoi bon, c'est quoi pas bon pour les ouais. gens. C'est quelque chose de vide, une décision. Pas tout le monde a les mêmes opportunités. J'ai des opportunités parce que j'étais célibataire. J'étais en train d'être dans le marché du dating, mais c'était très compliqué de chercher quelqu'un avec les mêmes idées que moi. Et quand j'ai trouvé, j'ai dit, je veux être dédiée qu'à toi, à notre famille, tu vois. Et quand ça passait, du mois après, j'ai parlé avec Kraken. Kraken ne voulait pas annuler mon contrat. Il s'est dit, non, 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 il faut que tu restes, on a besoin de toi. Et je lui ai dit non. Mon mari, mon copain à cette époque-là, il a des bons projets pour nous et je fais confiance que tout va bien marcher. Donc, ce sont des choses que c'est pas pour tout le monde, mais c'est quelque chose que l'État ne laisse pas, que la famille ou que les copains ou la famille peuvent faire confiance sur Donc, donc, eux-mêmes. donc toi, Vous Gabi, voyez? là, tu es quand même t'es une personne assez exceptionnelle. Tu as commencé à travailler très jeune, à 18 ans, tu es parti à l'étranger, tu as appris des langues, tu as compris Bitcoin très tôt. Est-ce que tu penses, donc du coup, si tu fondes un foyer avec ton mari et que tu as des enfants, tu es prête à mettre tes activités de business un petit peu sur le côté, j'imagine, pour prioriser la famille? Oui, bien sûr, évidemment, parce que pour moi, mon temps, je le vois, pour moi, mon temps, c'est quand je vais voir dans 10 ans, je sais que mon projet plus grand, c'est de bien et faire un bon être humain.
Et après, après, je peux faire mes plans parce que la vie, c'est très long. Moi, je fais attention à ma santé, je fais attention à tout ce que c'est important. Je sais que quand j'aurai 50 ans, 60 ans, j'aurai le temps, mais mes enfants auront 20 ans, 30 ans, vous voyez? Donc, il y a des étapes dans la vie, ok? Et moi, l'étape dans ma vie, c'est déjà avoir une famille. Quand j'avais 21 ans, j'étais en train de déjà chercher ça. Et c'était compliqué parce que les hommes ne sont pas prêts d'avoir cette conversation, les gars. Vous voyez, c'est compliqué. Moi, Mhm. me connaissait et je lui ai dit, c'est compliqué pour moi de trouver un homme Mhm. qui Ouais, on fait en avait parlé à confiance. l'époque. Oui, Ouais. que je suis en train de chercher une famille, des enfants, oui. Et après, je sais que quand un enfant est, disons, 18 ans, je vais commencer, j'ai déjà planifié comment m'organiser. Et seulement que la planification, c'est les priorités. Les priorités, c'est que ta santé est bien, ton mari aussi est bien, et Mm. aussi le bébé est bien parce que tous les balances est bien, parce que c'est toi la priorité. La priority? La priorité. Ouais. Ah, Super, la priorité. félicitations Ouais. Gabi. En tout cas, je suis très content que tu aies trouvé chaussure à ton pied et que tu puisses t'épanouir dans ta vie de couple et Inch'Allah, avoir beaucoup d'enfants. C'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, j'ai l'impression que le bunker t'a adoré. Il y a Bethmore qui dit la femme parfaite n'existe pas. Trois petits points, Gabi. Incroyable cette femme, bravo. Donc, c'est cool. Je Ouais. pense que tu as été à la hauteur de la première invitée féminine du bunker. Ouais. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et chapeau, félicitations parce que tu as pu faire toute l'interview et tout. C'est assez impressionnant ton niveau de français, donc bravo. Merci. Merci beaucoup. Ok, et ben écoutez les gars, je crois qu'on va rendre l'antenne. N'oubliez pas d'aller suivre Gabi, on va vous mettre tous les liens dans la description, son site internet ainsi que sa page sur X. N'hésitez pas à lui envoyer des messages, abonnez-vous et partagez la vidéo pour qu'on puisse faire un peu de chiffres. Et puis voilà pour ma part. À la semaine prochaine, les gars. Ciao, ciao.